Chers amis, bonsoir. J'ai le plaisir de vous présenter cette session qui s'intéresse à l'insuffisance mitrale et qui va être modérée par nos amis Aïcha Awad, que je vais vous présenter. Aïcha Awad, vous la connaissez. Elle est cardiologue, professeure en cardiologie, installée à titre libéral à Rabat. Elle est actuelle présidente de la Société marocaine de cardiologie. Elle est past présidente de l'Association des cardiologues privés de Rabat. Elle sera accompagnée de notre amie Rachida Abbal. Rachida Abbal, elle est professeure universitaire au CHU de Casa. Elle est chef de service de cardiologie de Casablanca. Elle est aussi la présidente de l'association de cœur, comment s'appelle l'association? Déjà, j'ai oublié. De service de cardiologie de Casablanca. Elle sera à distance avec nous. Il y aura aussi notre ami Khatori, qui est professeur universitaire de cardiologie à Marrakech. Il est chef de pôle médical à l'hôpital militaire à Rabat et surtout, c'est un des piliers, membre fondateur et pilier du congrès de printemps de cardiologie, vous connaissez tous, avec lequel elle a participé énormément. Donc, Aïcha, je te donne la parole. Merci Hassan. Mes amis, bonsoir mes chers amis, mes chers collègues. Je remercie donc le comité de l'AMCAR de m'avoir invité à participer à cette session consacrée aux valvulopathie et en particulier à l'insuffisance mitrale. Donc je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Et j'aurai le plaisir donc de co-modérer avec mes amis les professeurs Rachida Abbal et le professeur Khatori. Alors, tout le plaisir est pour moi d'introduire le professeur Dania Moti pour sa lecture sur l'insuffisance mitrale, insuffisance mitrale primaire, insuffisance mitrale secondaire. Vous verrez à travers sa lecture l'intérêt donc de distinguer entre l'insuffisance mitrale primaire et l'insuffisance mitrale secondaire. Bien qu'il s'agisse de la même dénomination, vous verrez bien tout au long de son exposé que ce sont deux entités en fait qui partagent le même nom mais qui ont pas mal de différences et que le distinguo entre insuffisance mitrale primaire et insuffisance mitrale secondaire est très important. Alors, Dania Moti, au Maroc, qui ne connaît pas Dania Moti, une amie fidèle des associations de cardiologie marocaines. Dania Moti est professeure de cardiologie à l'université Faisal à Riyad. Elle était professeure de cardiologie à l'université de Limoges. Elle est consultante au centre de cardiologie adulte Riyad, membre du groupe de travail sur l'insuffisance cardiaque et les cardiomyopathies, membre de la filiale d'échographie de la Société française de cardiologie, membre de l'équipe de centre de référence sur l'amylose à Limoges, membre du groupe de travail sur l'imagerie cardiaque à l'ESC, fellow à la Mayo Clinique, auteur de nombreuses publications internationales et j'en passe. Dania, je suis ravie de t'introduire ce soir et je te donne la parole pour ta lecture sur l'insuffisance mitrale primaire et secondaire. À toi la parole. Salam alaikum, merci à la merci beaucoup. Très honorée avec vous ce soir. Alors, comme vous le voyez, ce week-end à la mer, on a fait un pari, on est de l'Est de l'Arabie Saoudite. On a imaginé l'Amcar Al-Joubail. Et on vient de rentrer il y a 2 heures. Et on a dit aux enfants qu'on faisait l'Amcar. D'ailleurs, Najmedine a présenté l'Amcar de là-bas. Et nous, on vient d'arriver à la maison. Donc, moi, vous ne verrez pas si je suis un peu fatiguée. J'ai travaillé toute l'après-midi sur la route, 480 km. À partir de là, je voudrais... attends, excusez-moi, j'essaie de m'ajuster à mon truc. C'est pour ça que je parle de l'évaluation de l'insuffisance 20 ans de graphie et bien quelque chose de risque. Il faut donner le résultat quand il faut prendre une décision, notamment d'opérabilité, comme Dr Daniel vous en parlera tout à l'heure. C'est quelque chose de très grave parce que le pronostic du patient et le devenir de ce patient en dépend. Alors, pour cela, je voudrais juste que vous commenciez par vous dire que l'insuffisance mitrale au moins moderate, c'est en fait plus que moyenne, en fait, excusez-moi, elle est présente dans plus de 6% de la population de plus de 65 ans. La cause principale, c'est l'insuffisance mitrale primaire ou organique due à
à des événements, à des changements myxomateux dégénératifs. Primaire, malgré le fait qu'elles peuvent rester asymptomatiques très longtemps, peut être associée à des événements à des taux très importants, à 10 ans d'insuffisance cardiaque, de fibrillation atriale et même de décès. Quant à l'insuffisance mitrale secondaire, elle est présente au moins quand elle est supérieure à moyenne dans 15 à 30% des cas avec des patients avec insuffisance cardiaque et plus de 12% des patients qui présentent un infarctus du myocarde. D'ailleurs, la dernière étude de Rochester, le projet de Rochester reporte une mortalité plus de deux fois et demi supérieure chez les patients qui ont une HFrEF, c'est-à-dire une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite avec insuffisance mitrale, comparé à ceux de la communauté et comparé à ceux mêmes qui ont une insuffisance cardiaque mais sans insuffisance mitrale. Donc c'est très important. Alors l'échographie, ça c'est un article tout récent qui compare l'échographie et la correction de l'insuffisance mitrale comme un lien qui est incassable. Depuis l'évaluation initiale jusqu'à l'évaluation intraopératoire ou durant l'évaluation interventionnelle, jusqu'à l'évaluation post-opératoire immédiat ou post-interventionnelle et même jusqu'au long terme. Je vous montrerai des exemples. Alors, l'échographie est importante. Pourquoi? Parce qu'il faut elle va nous donner des renseignements sur le mécanisme de l'insuffisance mitrale, l'étiologie, la sévérité, est-ce que c'est une valve opérable? Si oui, est-ce qu'elle est favorable à la plastie versus remplacement? Est-ce qu'elle est plus candidate au mitraclip ou est-ce que c'est un traitement conservateur, voire candidate à la resynchronisation, notamment chez les patients à insuffisance cardiaque? D'ailleurs, dans les recommandations européennes, vous voyez que les premières questions qu'on se pose, quelle est l'étiologie de la valvulopathie et quelle est la sévérité de la valvulopathie? Je n'entrerai pas dans tous les détails des questions, mais bien sûr, quel est le traitement optimal? Et ça, c'est Dr Grimbeck qui va couvrir la deuxième partie. Alors, dans le consensus d'experts américain de 2017, vous voyez que la première étape, c'est de faire une échographie cardiaque voyage. Ça, c'est le cardiologue clinicien. De l'envoyer à un imageur ou lui-même, s'il est imageur, peut faire l'échographie transthoracique pour définir l'étiologie de l'insuffisance mitrale, dire si elle est primaire ou secondaire, voire mixte, en utilisant éventuellement la classification de Carpentier, mais on verra bien qu'au-delà de cette classification, il y a d'autres phénomènes qu'il faut prendre en considération. Il y a l'évaluation de l'imageur expert là, qui va déterminer la sévérité précise avec des moyens quantitatifs, les conséquences hémodynamiques de cette insuffisance mitrale sur le ventricule gauche, sur l'oreillette gauche, sur les pressions pulmonaire, de céder éventuellement du 2D ETO, voire du 3D ETO, voire du cathétérisme ou de l'IRM cardiaque pour définir la vraie sévérité de l'insuffisance mitrale et de son retentissement. Et bien sûr, une fois qu'on a tous ces éléments en main, on se réunit comme une heart team, comme c'est une recommandation d'évaluer les comorbidités du patient, d'évaluer son risque opératoire, voire interventionnel, et de prendre une décision commune quant à la décision du traitement médical versus chirurgical versus transcathéter. Alors, les principaux mécanismes de l'insuffisance mitrale, est-ce que c'est juste primaire et tel que ce que je vous ai dit, les changements myxomateux? Il y a d'autres raisons. Il y a les perforations, les inflammatoires qui restent très très fréquents dans nos pays tels que là où je travaille à Riyad en ce moment. Vous avez de l'autre côté les insuffisances mitrales secondaires dues à un remodelage gauche, dues à des coronaropathies, à une insuffisance mitrale, ce qu'on appelle ischémique, ou à une insuffisance cardiaque due à une dilatation idiopathique du ventricule gauche ou génétique, qui est associée elle-même à une dilatation de l'anneau. Dans certaines situations, on peut avoir cette dilatation, je vous en parlerai tout à l'heure en fait de ce mécanisme précis qu'on trouve dans les cardiopathies restrictives ou dans les HFpEF ou même dans les FA. Alors, est-ce qu'on peut avoir plusieurs mécanismes associés? Malheureusement, oui. Dans la vraie vie, ce n'est pas si binaire que ça. On peut avoir des changements, par exemple, rhumatismaux associés, comme vous le voyez sur cette échographie ici. On peut avoir un patient qui a un rhumatisme articulaire, une valve rhumatismale qui fait un infarctus et qui se retrouve également dans la situation d'insuffisance fraction réduite et se développer éventuellement une insuffisance mitrale secondaire qui va s'aggraver due au myocarde, à la maladie du myocarde. Oui, donc on peut avoir, et c'est à nous, imageurs experts, de pouvoir voir la part des choses. Alors le mécanisme dans l'insuffisance mitrale primaire, c'est des changements myxomateux, une maladie de la valve mitrale qui va donner une dilatation progressive du ventricule gauche, qui va causer du tort au ventricule gauche et à l'oreillette gauche. La fraction d'éjection est initialement
initialement supranormale, puis après elle va se normaliser, mais on va dire qu'elle est dysfonction à 60%, et puis éventuellement elle va aboutir à une dysfonction du ventricule gauche. Contrairement au mécanisme de l'insuffisance mitrale secondaire, où là, c'est en fait le ventricule gauche qui est malade et qui, lui, va causer du tort à la valve mitrale. Vous voyez ici que ça commence par une distorsion de la géométrie du ventricule gauche, un déplacement apical des muscles oculaires, un étirement au niveau des cordages, une réduction des forces de fermeture de ces valves, on appelle ça des deux leaflets souvent sont restrictifs, une dilatation annulaire qui s'accompagne, et tout ça va aggraver la présence de cette insuffisance mitrale qui va progresser dans le temps. Et là, c'est un exemple d'un patient. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous montrer à quel point ce ventricule est dilaté. Il fait plus de 500 millilitres en l'effet tenting que vous voyez des deux feuillets mitraux, une insuffisance mitrale qui est importante. Et ça, c'est une insuffisance mitrale qui est secondaire. La valve mitrale apparaît normale en tant que telle. Ça, c'est un autre exemple d'un patient qui a fait un infarctus inférolatéral dans le passé. Vous voyez que les troubles de cinétique sont limités à la paroi inférolatérale et vous voyez, on a une restriction uniquement du feuillet postérieur et ça cause une insuffisance mitrale également significative, très excentrée d'ailleurs, où la quantification est difficile. Maintenant, je vais vous introduire un concept qui n'est pas tout à fait le même. C'est une notion très récente qui a été prise par Philippe Barrault et d'autres parties de Vienne, des gens de Vienne, qui nous disent que dans les insuffisances mitrales secondaires, il y a un nouveau concept qui prend en considération le type de l'insuffisance cardiaque. Si on a une insuffisance cardiaque à fraction de réjection réduite, c'est ce que je vous ai dit, en fait, il y a une anomalie de l'unité ventriculo-dilatation gauche, une restriction des feuillets, une contractilité altérée du ventricule gauche, une décoaptation de la valve, des augmentations des pressions de remplissage et une diminution de la contraction annulaire. Alors, opposé, chez les patients qui ont un HFpEF, on peut avoir une insuffisance mitrale secondaire, mais là, c'est une altération de l'unité du l'anneau mitral et de l'oreillette gauche, qui commence par un phénomène de dilatation de l'oreillette gauche, comme dans les cardiopathies restrictives ou amyloïdes, une dilatation de l'anneau mitral, une altération de la dynamique entre l'oreillette gauche et l'anneau mitral, une augmentation de pression de remplissage et de l'oreillette gauche, et une diminution de la contraction annulaire. Et entre les deux, vous avez ce qu'on appelle les MEF, les mid-range, là où la fraction d'éjection est entre les deux, et vous avez des phénomènes mixtes qui peuvent se reproduire, comme je vous ai montré dans l'exemple précédent. Alors, le rôle de l'ETO dans tout ça, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire la partie où c'est l'imageur expert qui va poser l'indication de l'ETO, que ce soit les recommandations européennes ici, vous voyez que l'échographie transthoracique est en premier lieu. On fait une ETO quand l'imagerie en ETT n'est pas diagnostique ou n'est pas contributive, ou il y a d'autres éléments de mécanismes qui ne sont pas clairs à l'ETT. Elle n'est pas indiquée si l'ETT nous donne toutes les informations, sauf en paire opératoire si on décide d'une plastie mitrale. La 3D ETO va nous donner des informations additives chez les patients qui ont des lésions complexes. Un peu plus, je vous montrerai des exemples. Également, les indications de la recommandation américaine, c'est exactement la même chose. On doit faire une ETO quand l'ETT n'est pas suffisante ou quand on veut avoir une meilleure évaluation du mécanisme. Alors, bien sûr, quand on parle de l'insuffisance mitrale primaire, l'ETT va nous donner une idée sur la segmentation et sur les différentes scalopes et la présence d'un prolapsus postérieur vers antérieur, mais la sensibilité et la spécificité n'est pas parfaite. C'est pour ça qu'on a accès souvent, on fait un peu avant si le chirurgien a besoin d'avoir d'autres renseignements. Rappelez-vous, tout le monde connaît ces lésions. Quand on va dans l'œsophage, A1P1, c'est quand on voit l'aorte, A2P2, c'est quand on rentre un peu plus dans l'œsophage, et quand on est un peu trop profond, presque en transgastrique, un peu avant, on voit A3P3. Je vais pas rester longtemps là-dessus. Je pense que tout le monde a l'habitude d'avoir ce schéma en tête, ou d'ailleurs, quand on ne s'en souvient pas, on le met dans la poche. Alors, le TO 3D, comme je vous ai dit, ça va aider dans des lésions, dans des situations particulières, complexes, quand vous avez des jets commissuraux, des insuffisances mitrales commissurales, quand vous avez des perforations qu'on ne voit pas, quand on a plusieurs scalopes qui sont impliquées, notamment P3 ou P1, où le chirurgien a vraiment besoin de savoir pour décider de la réparabilité. Voici un exemple, par exemple, où je pense que le TO 3D nous a aidé beaucoup. C'est une patiente qui a 65 ans, qui a eu une plastie mitrale en 2016. 9 mois après, elle développe une dyspnée, une hypertension pulmonaire persistante. On lui fait une ETT. On suspecte quelque chose ici. On voit une insuffisance mitrale. On n'est pas certain de ce qui se passe. On sait qu'elle a un ring. On voit qu'il y a une insuffisance mitrale, mais on n'arrive pas à savoir exactement. On se doute qu'il y a quelque chose au niveau du ring. Alors, on suspecte
une fuite paravalvulaire ou on va dire pararing ou intraring, on ne sait pas, il faut faire un ETO. Probablement, nous, on est allé à l'ETO et là, vous allez voir que l'ETO nous montre également en fait une déhiscence du ring ici avec une fuite qui est ici, vous le voyez, qui fait paravalvulaire, on va dire pararing, et puis une partie qui est intravalvulaire. Alors ici, vous le voyez ici, on voit très bien la déhiscence de l'anneau, très bien en ETO 3D, et puis la fuite qui est para et intra-anneau. Alors, donc, cette patiente a subi, bien sûr, enfin, a bénéficié d'un remplacement et d'une réparation. Alors, la deuxième question qu'on se pose, comme je vous ai montré, c'est la sévérité de l'insuffisance mitrale. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, vous les connaissez. Vous avez des méthodes quantitatives à gauche, vous avez des méthodes semi-quantitatives à droite, et vous avez bien sûr les signes indirects sur le ventricule gauche, sur l'oreillette gauche. Rappelez-vous, c'est 60 ml par mètre carré, l'index pronostique pour ces patients, et les pressions pulmonaires augmentées. N'oubliez pas de vous aider également des flux veineux pulmonaires avec un reflux systolique quand vous avez une fuite sévère. Quand elle est là, c'est bien. Quand vous n'avez pas le reflux systolique, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sévère. Ici, c'est un exemple d'une fuite moyenne avec un blunting, on appelle ça un blunting, une diminution de l'onde S. Et ici, vous avez un reflux systolique total de l'onde S, signant une fuite importante. Alors, la vena contracta, tout le monde sait qu'il faut la faire. Il faut passer un peu plus de temps, faire plus de mesures plus précises, zoomer sur la valve et sur le jet, ne pas changer le scale et puis ne pas l'utiliser quand vous avez des jets multiples, très complexes et répéter bien sûr les mesures quand vous en avez besoin. On parle d'une insuffisance mitrale sévère quand la vena contracta est supérieure à 7 mm. Bien sûr, la PISA, tout le monde la connaît aussi. Je ne vais pas revenir sur la formule. Elle est moins fiable quand vous avez des jets excentrés ou elle peut être mise à défaut dans les insuffisances mitrales secondaires ou quand il y a une variabilité dans le cycle cardiaque et dans les jets non systoliques. Vous pouvez vous aider également des méthodes volumétriques. Là également, vous calculez le stroke volume mitral, le stroke volume aortique et vous faites la différence et vous avez la fraction de regurgitation. Mais là aussi, on demande une courbe d'apprentissage qui est plus importante et bien sûr, il faut avoir une mesure de l'anneau mitral qui est importante, sinon c'est une source d'erreur. Alors, les recommandations américaines nous parlent de mild, c'est-à-dire modéré, voire moyenne, voire sévère. Et dans les modérés, on distingue ceux qui sont 2+ versus 3+. Et pourquoi? Parce que effectivement, je vais vous montrer la vision un peu plus globale. Quand on a une moyenne de plus, c'est pas du tout la même chose sur les conséquences post-plastie ou post-chirurgicale versus les modérés 3+. Et quand les conditions de low flow, c'est-à-dire quand le ventricule gauche n'est pas capable d'éjecter avec une fraction d'éjection basse, il ne faut pas prendre cette valeur absolue de volume regurgitant, mais plutôt la fraction de regurgitation. Alors, pourquoi on parle de cette quantification? Parce qu'elle a un impact pronostic, que ce soit dans l'insuffisance mitrale primaire ici ou dans l'insuffisance mitrale secondaire. Autrement dit, il faut quantifier et cet héros supérieur à 40 mm carrés dans les primaires est un indice pronostic. Dans les secondaires, on divise les choses en deux et on parle dans les recommandations européennes de 20 mm carrés et 30 ml. Mais je vais vous montrer une autre vision qui est toute récente de ça. Vous voyez, quelle que soit l'insuffisance mitrale, quand on a un héros qui est supérieur à 40 mm, ben on vit beaucoup moins et on a la mortalité qui est plus importante que quand on a un héros qui est inférieur à 20 mm carrés. Donc, c'est important de quantifier pour. Alors, ça, c'est ce que je vous ai dit. Il y a un nouveau concept qu'on appelle la proportionnalité de l'insuffisance mitrale secondaire qui est rapportée au stroke volume. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que certains patients, ils avaient une insuffisance mitrale secondaire disproportionnée par rapport au volume télédiastolique du ventricule gauche. Autrement dit, quelqu'un qui a un volume télédiastolique qui est très important peut peut-être supporter un regurgitant volume de 30, alors que si c'est un volume télédiastolique plus petit, il peut avoir ce qu'on appelle une very severe, c'est-à-dire une insuffisance mitrale plus importante. Et on parle de ce ratio de regurgitant volume divisé par le volume télédiastolique supérieur à 20%. On n'a pas de données encore pronostiques pour ça, mais c'est l'idée de jongler entre les volumes ventriculaires et le volume regurgitant qui va être peut-être plus robuste pour approcher ces patients et leur offrir le meilleur. D'ailleurs, dans cette intégration du volume télédiastolique, vous voyez ici, donc le même papier de Philippe Ibarro, vous voyez que dans les insuffisances mitrales 1
ou modéré de plus, ben, l'impact sur le remplacement ou la valve, ben, tant que l'héros est inférieur à 30 et les volumes ne sont pas très dilatés, ben, on ne sait pas si on fait du bien aux patients, si on leur fait quelque chose. Alors que si on parle d'insuffisance mitrale sévère, moyenne à sévère ou sévère, ben, on sait que le fait d'opérer ces gens ou de leur faire une intervention, ça va diminuer les respirations du ventricule gauche ou de l'oreillette gauche, ça va diminuer la progression de cette insuffisance mitrale, ça va améliorer la qualité de vie de ces patients. Donc c'est important vraiment de prendre cette intégralité, l'unité entre l'insuffisance mitrale, mais également le ventricule gauche. Vous pouvez vous aider d'autres paramètres, bien sûr, indirects, pour quantifier une insuffisance mitrale, mais ça, je pense que vous le savez déjà. Et puis, bien sûr, prendre en considération, comme je vous ai dit, la valeur du volume de l'oreillette gauche et du ventricule gauche. Faites attention à ces pitfalls au niveau de la machine pour ceux qui font de l'échographie. Vous pouvez facilement passer d'une insuffisance mitrale moyenne à sévère ou modérée à sévère si vous changez les gaines des couleurs. Si vous changez la limite de la vitesse de l'échelle de couleur, vous voyez, on a l'impression ici c'est sévère, mais en fait la vitesse est de 17. Et si vous changez aussi la fréquence de la sonde que vous utilisez. Donc faites attention à ces réglages avant de décider. Et rappelez-vous toujours que ce jet que vous voyez n'est pas en fait une idée ne donne pas une idée du volume régurgitant, mais c'est un ensemble de pixels de vélocité de globules rouges dans l'oreillette. Alors, faites attention aussi à la durée et au timing de l'insuffisance mitrale parce que ça a des conséquences. On peut considérer à tort une insuffisance mitrale sévère si l'héros est supérieur à 40, alors qu'en fait, ça n'occupe qu'une partie de la systole. Comme chez ce patient-là, on calcule son héros, on est à 0,40, le volume régurgitant est seulement à 35. Il y a une discrépancy, il y a une discordance entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait? La vena contracta, elle a été mesurée à un moment précis à 6, mais en fait, quand on regarde de près, on voit qu'au niveau des frames, si on prend cycle par cycle, on voit que l'insuffisance mitrale n'apparaît que vraiment en télésystole. Et vous voyez ici, le TVI est vraiment limité à la fin de la systole. Alors, quels sont les éléments en clou qui vont nous dire que ce n'est pas important? Eh bien, le ventricule gauche est normal, il n'est pas dilaté. Le GLS est normal, la fraction d'éjection est supranormale. Et donc, l'idée, c'est de dire que ce patient, il a un prolapsus de deux valves, mais il n'a pas une insuffisance mitrale sévère qui nécessite une intervention aujourd'hui. S'il était asymptomatique, ce patient, en fait, il faut vraiment, vraiment faire attention parce que le volume régurgitant chez ce patient, en fait, n'était que de 35 millilitres et ne pas se fier à ce terreau dans ces conditions où le jet n'est pas holosystolique. Alors, donc, quels sont les autres pitfalls et les pièges et les limitations de la méthode quantitative? C'est quand vous avez des jets multiples, quand vous avez ces jets non holosystoliques, des jets très excentrés qui vont vers le toit de l'oreillette gauche. Après les procédures de mitraclip, les fuites paraprothétiques. Et puis, bien sûr, comme je vous ai dit, chez les patients qui ont des fractions d'éjection très, très altérées, moins de 20%. Et puis, bien sûr, l'effet de la pression artérielle, je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, peut jouer beaucoup sur la quantification de la fuite mitrale. Alors, quand est-ce qu'on fait un stress d'écho? Vous voyez, en 2017, on a enlevé ce rôle un petit peu de l'écho de stress dans l'insuffisance mitrale. Ceci dit, elle peut nous donner, moi je continue à la faire chez certains patients, elle peut nous donner une idée un petit peu sur le dynamisme de l'insuffisance mitrale à l'effort, sur l'apparition d'une hypertension pulmonaire supérieure à 50 à l'effort, et puis ça peut nous donner une idée sur la réserve frontracée du ventricule gauche, que ce soit dans les primaires ou dans les secondaires. Et dans les secondaires, bien sûr, on peut chercher également une ischémie qui apparaît à l'effort autour de 60 ou 80 watts. Alors, comme vous le savez, la plastie mitrale a un impact majeur sur les outcomes et sur le devenir des patients. On le sait ça depuis plus de 20 ans. Mais malgré tout, la réparation, la plastie est supérieure au remplacement. Vous l'avez vu ça. Et le principal problème, c'est à 20 ans ici dans ce papier, on voit que le principal problème, c'est vraiment l'apparition de la fibrillation atriale de ces patients, mais le taux d'opération est relativement faible, autour de 4% à 20 ans. Mais je pense que Dr Daniel Grimberg vous en parlera de ça. C'est pour ça que c'est très, très important, comme la plastie occupe une place très importante, nous, échographistes, on est obligés, on a le devoir de lui donner les prédicteurs échographiques d'une plastie qui n'est pas favorable
favorable dans certaines conditions. Par exemple, dans l'insuffisance mitrale primaire, une calcification extensive, une étiologie rhumatismale, une perforation, une endocardite infectieuse, une dilatation très importante de l'anneau, plus de 50 mm, peut-être qu'il me corrigera, peut-être qu'il peut faire la plastie dans ce cas-là, des prolapsus extensifs, plus de 3 scalopes, un prolapsus bivalvulaire, un feuillet antérieur très très long, un risque de SAM, un VG qui est relativement petit avec un risque de ZAM hyperdynamique. Dans les insuffisances mitrales secondaires, une insuffisance mitrale très très sévère, une dilatation importante de l'anneau, une distance de coaptation supérieure à 10, un tenting area supérieur à 2,5 cm², un angle du feuillet postérieur supérieur à 45 degrés. Tous ces éléments ont été démontrés comme étant donnant des résultats relativement peu favorables post-plastie. Alors, l'échographie, elle va aussi avoir un rôle en post-remplacement aux plasties pour regarder les potentielles complications post-opératoires comme les anomalies de la cinétique segmentaire, des BAV complets, une lésion du sinus coronaire, une insuffisance aortique massive, ça je l'ai vu plusieurs fois, en fait, ils prennent un petit peu, ils incorporent la cusp aortique dans une suture, une insuffisance mitrale résiduelle intra ou para, des gradients élevés, un SAM, une dysfonction ventriculaire droite, et ça, il suffit pour se rappeler de toutes ces complications. La stratégie en fait de l'anatomie de la valve aortique ici, le AV node qui est là et puis la circonflexe qui est ici et le coronary sinus qui est là. Donc à partir de ce moment-là, vous vous rappelez de ce schéma, vous allez vous en souvenir un petit peu des complications potentielles post-chirurgie mitrale. Alors ça c'est un patient qui a eu une patiente qui a été opérée d'une bioprothèse mitrale en 2010. Elle n'a pas eu de TO. Vous voyez, ça c'est l'erreur. Elle n'a pas eu de TO péropératoire. Là, maintenant, on le fait en systématique. Ça, c'était en 2010, Riyad. Et cette patiente revient pour une dyspnée, une insuffisance cardiaque. Et vous voyez ce qui se passe ici. On voit qu'il y a une insuffisance aortique massive avec un reflux, une effet télédiastolique ici, au niveau fémoral et au niveau de l'arche. Vous voyez ici cette fuite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette patiente a eu une insuffisance aortique importante dès le début, avec une incorporation d'un cusp dans une suture et qui a causé cette fuite très importante. Alors, quels sont les critères maintenant si on décide qu'il y a une plastie ou de remplacement? Quels sont les critères échographiques que nous, échographistes, on se doit de donner quand le patient est sélectionné pour avoir un MitraClip? Je vais vous citer rapidement ce qui est en fait suitable, c'est-à-dire qui est favorable à un MitraClip. Ben, c'est plus comme avant, on dit ah c'est les primaires ou les secondaires, ça peut être l'un ou l'autre, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de calcification. Il faut qu'il n'y ait pas de sténose mitrale. Il faut que le feuillet postérieur soit supérieur à 10. Il faut que la balle mitrale ne soit pas rhumatismale, pas d'endocardite infectieuse, pas de perforation. Et puis, vous avez des mesures de coaptation, de longueur de coaptation. Et entre les deux, bah, c'est une décision collégiale à faire ensemble. Vous voyez, ici, on voit les mesures qui sont, à mon sens, elles sont pas toujours précises, il faut les répéter plusieurs fois. Mais ce que je trouve et qui nous demande de plus en plus, en fait, c'est la faisabilité du MitraClip pendant l'intervention. Notamment ici, vous voyez, en bicaval, on nous demande de voir au niveau de la fossa ovale la distance entre l'anneau mitral, ici, là, l'anneau mitral et la ponction au niveau de septum interoculaire. Il faut être le plus possible supérieur et postérieur et avoir plus de 4 cm pour que le cathéter puisse passer et puisse grasper. Mais le rôle de l'échographiste ne s'arrête pas là. Il faut continuer pendant toute l'intervention, pendant quasiment 2 heures, pour leur donner à chaque étape du MitraClip, au niveau du grasp, etc. Et jusqu'au final result, il faut qu'on soit avec eux. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, ça mérite un topo. Là, c'est un patient qui a eu un MitraClip. Et vous voyez, c'est même après, quelques années après le MitraClip, on a notre rôle. Il faut rester constamment en éveil, très, très stressé, même quand on a l'impression que tout est réglé. C'est une patiente qui a été partie à Cleveland, c'était une VIP qui est partie à Cleveland, qui a eu un MitraClip. Et vous voyez, on ne voit pas vraiment de fuite importante. Par contre, on est choqué par un aliasing et une accélération ici très importante, avec un gradient moyen à 6 et un gradient max à 6 et un gradient moyen à 3. Mais elle n'avait pas d'hypertension pulmonaire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on l'a fait marcher parce qu'elle dit qu'elle était essoufflée. On ne comprend pas pourquoi elle est essoufflée. Eh ben, au baseline, il ne se passe rien. Vous avez l'impression que tout est bon. Et bien, dès qu'elle marche, le gradient, il monte à 17 en moyen, en max et à 12 en moyen. Et l'hypertension pulmonaire apparaît soudainement au-deçà de 50 mm de mercure. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Elle avait une lésion post-MitraClip. Cette patiente est
symptomatique à cause de ça. Et en fait, la patiente, malheureusement, a été, parce qu'elle était très gênée automatiquement, elle a bénéficié d'un remplacement valvule mitrale post-mitral. Alors, est-ce qu'il y a ça, c'est mes dernières diapos. Est-ce qu'on peut traiter l'insuffisance mitrale médicalement? Oui, il y a eu des papiers sur la valeur de sacubitril/valsartan dans la réduction de l'insuffisance mitrale secondaire, comme vous voyez ici. Moi-même, j'ai vu des patients. Ça, c'est un papier de Circulation, mais j'en ai vu même des patients. Je n'ai pas eu le temps d'intégrer les images. Pré-Entresto, post-Entresto, on a une réduction significative de l'insuffisance mitrale secondaire. Donc, il vaut mieux toujours l'essayer avant d'envoyer au MitraClip. D'autres papiers ont montré la même chose. N'oubliez pas qu'il y a un rôle aussi dans la resynchronisation chez les patients qui ont un bloc de branche gauche supérieur à 150 millisecondes avec une fraction d'éjection altérée et une insuffisance mitrale significative. Avant d'envoyer au MitraClip, sachez que chez les répondeurs, ça améliore les symptômes, ça améliore le remodelage inverse du ventricule gauche et automatiquement, l'insuffisance mitrale, rappelez-vous l'image de ce VG qui est très dilaté, si on fait un remodelage inverse, ça risque de diminuer l'insuffisance mitrale. Donc, gardez-le en tête. Alors, tout ça, ça a été repris dans les recommandations américaines et européennes depuis la quantification jusqu'à l'étiologie, jusqu'à la décision de l'intégration des valeurs ventriculaires gauche, des dilatations de ventricule gauche, et puis la décision d'une plastie versus surgerie versus juste management médical. Conclusion, l'insuffisance mitrale est une approche intégrative. Il faut bien sûr commencer par les symptômes, faire une échographie à tous les niveaux pour regarder le mécanisme, l'étiologie, la sévérité, la conséquence hémodynamique, manager en fonction des ressources locales, parce qu'on peut dire toujours, ah oui, mais le MitraClip marche, mais si je ne l'ai pas, ça ne sert à rien. Puis, éventuellement, proposer la plastie dans de bonnes mains. Il vaut mieux avoir une bonne plastie dans de bonnes mains plutôt qu'une mauvaise plastie dans de mauvaises mains. Ça, c'est pas bon, plutôt à ce moment-là, le remplacement. Et en conclusion, le TT reste la première investigation et la première approche pour tout ce que je vous ai dit. Elle doit être faite par des mains expertes, quitte à passer la main à quelqu'un parce que la vision a des conséquences importantes. Les TO et le 2TO et le 3D sont importantes pour les lésions complexes et pour détecter les complications inter- et post-chirurgicales. Et puis, faire ce link-là entre l'insuffisance mitrale et le traitement chirurgical que Dr Daniel Gambard va vous faire et reste toujours. Je voudrais terminer par un dicton de Carpentier, Monsieur Carpentier, qui a dit la valve mitrale est comme la femme, plus on essaie de la comprendre et moins on la comprend. Et j'espère, malgré la rapidité, malgré ma fatigue, vous avez pu avoir quelques take-home messages. Et je vous remercie pour ça. Merci beaucoup, Dania, toujours brillante. Et avec, sûrement, ça va susciter plusieurs questions. Maintenant, j'ai le plaisir d'introduire Monsieur Daniel Greenberg, qui est un chirurgien à la ville de Lyon, c'est ça? Et qui est fellow à l'unité de recherche de l'hôpital Mount Sinai à New York, aux USA, et qui s'intéresse beaucoup à la valve mitrale. Et il va nous parler de l'éplastie mitrale, jusqu'où on pousse les indications. À vous la parole. Tout d'abord, merci à l'Association marocaine de cardiologie pour l'invitation. Je suis donc chirurgien cardiaque au CHU de Lyon dans l'équipe du professeur Obadia, que vous connaissez tous probablement. On nous a demandé de faire ce topo que nous avons la chance dans notre institution d'avoir une expérience assez importante sur la chirurgie de la valve mitrale. Le professeur Obadia a commencé le programme de chirurgie mitrale mini-invasive maintenant quasiment 20 ans, avec à peu près 1500 procédures de chirurgie mitrale mini-invasive réalisées chez nous. Et puis, comme vous le savez aussi, nous avons mené des études sur, en particulier, le MitraClip avec MitraFR, dont le professeur Batia était l'investigateur principal, d'autres études, MitraCord, etc. Donc, pour vous donner juste un ordre d'idée de notre activité, une centaine de réparations mitrales mini-invasives, une trentaine de MitraClip, une dizaine de TMVR par an, et puis le reste d'une activité chirurgicale relativement standard avec le TAVI, la chirurgie coronaire, etc.
Alors, allons dans le vif du sujet maintenant. Jusqu'où peut-on pousser les indications de la réparation mitrale? Alors, évidemment, la réparation mitrale, et le docteur Motti l'a parfaitement décrit dans son topo, elle dépend des lésions. Alors voilà, ça c'est les chiffres du STS. Alors, les étiologies, elles dépendent évidemment des pays dans lesquels on se trouve. Alors ça c'est l'Amérique, les États-Unis. Aux US, en Europe, on a 60% de lésions dégénératives, on a une vingtaine de pourcents à peu près de lésions rhumatismales. Alors, excusez-moi, on n'a pas, c'est pas le nombre, le pourcentage de lésions qu'on a, mais c'est les indications de chirurgie mitrale. Hein. Donc 60% des réparations mitrales sont pour des lésions dégénératives, 22% pour des lésions rhumatismales et seulement 1,3% pour des lésions ischémiques, ce qui paraît extrêmement peu. Et puis je reviendrai là-dessus dans mon topo. Alors, qu'en est-il toujours aux États-Unis? Ça, c'est vraiment c'est la base STS qui est probablement la plus grosse base connue. Qu'en est-il du pourcentage de réparation quand on a décidé d'opérer cette valve mitrale? Alors, la réparation, vous voyez, la overall indications, c'est 34% de remplacement et 66% de réparation. Hein. Donc, on a tous entendu dire que la maladie dégénérative, eh bien, il fallait que ça se répare, et dans la vraie vie, eh bien, on a 66% de réparation. Quand on regarde les indications, eh bien, ça c'est pour la chirurgie, pour le malade dégénéré, la maladie dégénérative, eh bien, on voit que les réparations, elles sont plus importantes, 83%, 17% de remplacement uniquement. Qu'en est-il de l'évolution au cours des dernières années, hein? Est-ce qu'il y a eu des changements majeurs? Eh bien, on voit que oui, un petit peu, effectivement. La réparation a pris une place plus importante, et donc ça, c'est une autre base de données, toujours américaine, hein, issue du NIS. On a 60% de réparation avec, ici en bleu, vous le voyez, depuis 2013-2014, le MitraClip qui commence à prendre une place de plus en plus importante. Qu'en est-il de la maladie rhumatismale? Eh bien, toujours dans cette base de données, on verra après que c'est des chiffres qui sont un peu étonnants. Eh bien, dans cette base-là, on a un taux de réparation de l'ordre de 60% pour les donc, ce taux de réparation, on sait, il va dépendre de l'expérience du chirurgien. Et vous voyez ici, ça c'est la cohorte du STS. On voit que dans les centres qui réparent, qui font beaucoup de chirurgie mitrale, hein, ici plus de 23 cas par an, eh bien on a un taux de réparation qui est de l'ordre de 80%. Il s'agit ici de la maladie dégénérative, alors que dans les centres avec des volumes opératoires faibles, moins de 23 cas par an, ça constitue en gros une chirurgie mitrale toutes les 2 semaines, eh bien on a un taux de réparation qui est bien moins important. Et l'autre chose qui est très importante à noter sur ce chiffre-là, eh bien c'est celui-ci. On voit que les centres qui réparent beaucoup de chirurgie, beaucoup de mitrales, eh bien finalement il y en a très peu, hein, 4,7%. Donc la vraie vie, c'est probablement cette première ligne-là, c'est moins cette ligne-là qui en fait concerne uniquement certains centres experts. Alors pour la suite du topo, eh bien je vais vous présenter ce qu'il en est de la réparation mitrale dans les différentes indications. D'abord le dégénératif, ensuite le rhumatismal et ensuite la maladie ischémique. Alors dans la maladie dégénérative, c'est probablement la chose qu'on connaît le mieux. Ça fait, grâce aux travaux évidemment d'Alain Carpentier, ça fait maintenant 20 ans, 30 ans qu'on sait qu'une valve mitrale dégénérée, la maladie dégénérative, eh bien, ça doit se réparer. Et on comprend très bien ici, c'était une très belle cohorte, celle du MIDA, qui comprend 6 centres partout en Europe. Et dans cette cohorte du MIDA, on voit qu'à 20 ans, eh bien, il y a quasiment 20% de patients survivants supplémentaires dans le groupe réparation versus le groupe remplacement. On voit que la réparation et le remplacement ne sont pas différents en termes d'indication de réopération, mais par contre en termes de survie sans complications, eh bien il y a un net avantage de la réparation. Et quand on parle d'événements liés à la valve, on parle de pathologie thromboembolique, de réopération, de major bleeding et d'infective endocarditis.
On sait également chez le dégénératif que cette chirurgie chez le malade asymptomatique offre une espérance de vie qui est quasiment identique à la population générale qui était représentée ici en verte. Donc ça, c'est des chiffres issus de registres nationaux. Et donc on voit une survie similaire chez le malade qui a eu une réparation pour une maladie dégénérative par rapport à la population normale. La réparation, les chirurgiens vous diront, sa facilité, sa faisabilité, elle dépend du type de maladie dégénérative, hein, puisqu'il n'y a pas une maladie dégénérative. Les lésions dégénératives, ça va de la maladie fibroélastique avec une simple rupture de cordage jusqu'à la maladie de Barlow avec des lésions extrêmement complexes, un anneau dilaté, un tissu redondant, etc. Et donc, la quantité de tissu augmente et la complexité de la réparation augmente également. Néanmoins, dans les centres experts, hein, ici vous avez le centre de Goldstone, ces centres-là arrivent à obtenir des taux de réparation chez les maladies mitrales complexes qui sont identiques au taux de réparation dans des pathologies dégénératives simples avec des prolapsus postérieurs isolés. Néanmoins, on peut voir qu'ici, à partir de 5 ans, on a quand même un taux ici, ça c'est le taux de développement d'IM modéré, hein. On voit que chez le malade complexe, eh bien, on a quand même des taux de réopération qui sont un peu plus importants que dans le prolapsus postérieur tout simple. Qu'en est-il chez le patient âgé? Alors ici, c'est toujours hein, la database du STS, donc database américaine. On a ces auteurs ont essayé de regarder ce qu'il en était de la chirurgie chez le patient de plus de 70 ans. Et bien, chez le plus de 70 ans, eh bien, on voit que la réparation offre un gain quasiment deux fois moins de morts par rapport au remplacement, donc chez le patient dégénératif âgé. Qu'en est-il maintenant de la pathologie rhumatismale? Alors, j'ai beaucoup lu pour faire ce topo, mais je ne vous cacherai pas que c'est pas mon domaine de prédilection, hein. Nous, nos patients, on a 90% de patients dégénérés et moins de 10% de patients rhumatisme. Néanmoins, voilà la littérature pour ces patients-là. J'ai trouvé en particulier cette cohorte extrêmement intéressante qui vient de Corée du Sud avec 1731 patients. Il me semble que c'est la plus grosse cohorte publiée pour la maladie rhumatismale. Alors, dans cette cohorte, eh bien, on retrouve en fait un taux de réparation chez le malade rhumatismal qui est de l'ordre de 17%. Et puis donc tout le reste qui est du remplacement valvulaire prothétique avec du remplacement mécanique dans 2/3 des cas et du remplacement biologique dans le reste des patients. Et donc on comprend bien que la maladie rhumatismale, eh bien, elle touche essentiellement des patients jeunes. Lorsqu'il faut réparer, eh bien, les réparations habituellement réalisées sont des annuloplasties, une commissurotomie dans 32% des cas, et puis d'autres choses un peu plus rares, hein, comme des extensions valvulaires, et donc voilà, d'autres choses plus rares. On voit dans cette cohorte que finalement les malades réparés, c'est les patients en rouge, eh bien c'est essentiellement les patients jeunes, hein. Quand on dit jeune, c'est moins de 50 ans. Enfin, quand Kim et al. Dit jeunes, c'est les patients de moins de 50 ans. Et on voit que c'est essentiellement ces patients-là qui sont réparés. Le reste va bénéficier de chirurgie de remplacement prothétique. Alors, qu'en est-il des résultats? Eh bien, quand on compare réparation et remplacement dans cette population, en termes de mortalité, on voit ici, avec un mean follow-up de quasiment 10 ans, on voit une survie qui est relativement identique, hein. Je pense que ça ne sert à rien de regarder la fin de ces courbes, puisque vous voyez qu'il y a très peu de patients que ça concerne. En termes de réopération, eh bien, de la même manière, on a assez peu de réopération, y compris chez le malade réparé. Néanmoins, eh bien, on voit que quand on regarde les valve-related events, et donc là, à nouveau, on parle de réopération, d'événements thromboemboliques, beaucoup d'événements liés à l'anticoagulation. Eh bien, on a des taux d'événements qui sont bien plus importants, hein. Et dans ce papier-là, les auteurs avaient l'air de dire que c'est beaucoup les événements qui sont liés à l'anticoagulation qui sont responsables de l'augmentation de ces événements.
Alors ce papier, j'ai trouvé une interprétation assez intéressante de Manuel Antunes, qui est un chirurgien portugais qui a une énorme expérience dans la chirurgie de réparation chez le malade rhumatismal, en particulier grâce à des missions humanitaires qu'il a faites partout dans le monde. Et Antunes dit de ce papier-là et dit de la chirurgie de réparation chez le maladie rhumatismale en général, qu'il faut faire quand même attention aux analyses, hein, parce que, en particulier dans le papier que je viens de vous montrer, les enfants et les adolescents avaient été exclus. Et finalement, quand on regarde ce 17% de réparation chez 1700 malades, eh ben, ça fait quand même très peu de réparés. Et donc, on se doute qu'il y a des sélections qui doivent vraiment être méticuleuses des patients qui vont être réparés. Et puis, il rappelle qu'il y a une large pathologie, une large éventail de maladies rhumatismales, hein. Il n'y a pas un patient rhumatismal, comme il n'y a pas un patient dégénéré, mais les pathologies rhumatismales, il y a tout, il y a de la simple fermeture commissurale qui se répare assez facilement à une valve bétonnée qu'il était évidemment impossible de remplacer. Antunes rappelle aussi également ce sur quoi j'ai insisté juste avant, que finalement le pronostic au long terme de ces patients dépend en grande partie de la compliance au traitement anticoagulant. Ça, c'est vraiment très important. Et puis enfin, que le taux de réparation dépend de l'expérience des chirurgiens. Et dans le papier qui était présenté juste avant, 1700 malades, eh bien, on voyait qu'il y avait 7 chirurgiens avec donc des cas finalement assez peu importants. Et donc voilà, un taux de réparation qui est vraiment dépendant de l'expérience de chaque chirurgien. Qu'en est-il enfin de la pathologie ischémique? Pardonnez-moi cette petite faute ici. Donc la pathologie ischémique. Et comme je le rappelle dans mon introduction, je disais qu'il y avait plus que 1,2% de malades dans la cohorte de STS qui étaient réparés. Alors pourquoi? Alors, en fait, comme vous le savez, la chirurgie mitrale dans l'IM secondaire, anciennement fonctionnelle, beaucoup de pathologies ischémiques, eh bien, elle a une histoire qui est assez intéressante avec des choses qui ont beaucoup changé au cours des dernières années. Dans les années 90, on se disait que la valve mitrale elle avait ce qu'on appelait un pop-off effect, c'est-à-dire qu'elle savait de valves de décompression, et donc finalement que l'IM il fallait pas la toucher parce que sinon on allait décompenser les choses. Et puis finalement, ça fait dans les années 2000, on s'est dit pas du tout. En opérant ces valves, eh bien, finalement on améliore beaucoup les patients, et vous voyez ici une amélioration symptomatique qui est assez importante. Hein, ça c'est les papiers de 1996. Et puis à la fin des années 2000, il y a plus de 10 ans maintenant, eh bien, on a commencé à se rendre compte que les malades qui étaient co-réparés, eh bien finalement, ils n'avaient pas quand on décidait de faire de la chirurgie de réparation, en particulier de l'annuloplastie avec des anorigines, eh bien, finalement, on se rendait compte que leur survie, elle n'était pas bien meilleure que chez les patients chez qui on a décidé de ne pas faire de chirurgie mitrale. Et puis finalement, dans les années 2000, eh bien, j'allais dire, c'est un peu l'apogée des études randomisées. Eh bien, on s'est dit qu'on voulait comprendre. Alors, comment on a fait pour comprendre un peu ce qu'il fallait effectivement faire chez ces patients-là? D'abord, on a compris qu'il fallait mieux les patients. Hein. Quand on étudie une population, il ne faut pas comparer les carottes avec les pommes de terre, il faut comparer chaque population indépendamment. Et donc on s'est rendu compte qu'il fallait étudier d'un côté les maladies, les patients des IM secondaires ischémiques, les patients candidats à une chirurgie de revascularisation, et les patients qui ne l'étaient pas. Et puis au sein de ces patients des IM ischémiques candidats à la revascularisation coronaire chirurgicale, il y avait des patients qui étaient avec des IM sévères, des patients avec des mauvais ventricules. Et puis pour toutes ces populations, on a pu commencer à faire progressivement des études randomisées, et voilà les résultats qu'on a trouvés. Dans l'IM ischémique, chez le patient qui est candidat à une revascularisation coronaire chirurgicale, lorsque l'IM est sévère, eh bien, les études randomisées ont prouvé que la réparation ne faisait pas mieux que le remplacement. Voilà, donc chez ces patients-là, eh bien voici une des limites de la réparation, hein, puisque c'était le thème de la présentation. Chez le patient ischémique, eh bien la réparation ne fait pas mieux que le remplacement valvulaire mitral. Lorsque l'IM est sévère et modéré, excusez-moi, eh bien on se rend compte que faire une revascularisation coronaire isolée, hein, un CABG alone, eh bien ça donne la même chose que quand on fait une réparation mitrale associée à la chirurgie de revascularisation coronaire. Et donc voilà une deuxième limite de
la réparation coronaire, hein. Chez le patient qui est ischémique avec une IM modérée, eh bien pas de réparation indiquée. Enfin, chez les autres malades, hein, les IM à VG très altérés ou chez les IM non ischémiques, eh bien, on n'a pas d'études randomisées. Et donc, chez ces malades-là, eh bien, probablement que la réparation mitrale n'est pas indiquée. De façon isolée, c'est absolument certaine. Associée à une neurovascularisation coronaire chez le malade ischémique, pourquoi pas. Mais c'est probablement à cette population qui bénéficie le moins d'intérêt de la revascularisation, de la réparation mitrale. Enfin, depuis 5 ans, eh bien, l'indication de chirurgie des procédures percutanées a largement été évaluée avec des études randomisées telles que MITRA-FR, telles que COAPT. Néanmoins, là, je crois qu'on dépasse les bornes de la présentation qui m'étaient demandées et je vous reparlerai à l'occasion avec plaisir de ça dans un prochain topo. Alors voilà les take-home messages. Pour résumer ce que je viens de vous dire, dans la pathologie dégénérative, l'indication de réparation, eh bien c'est chez tous les patients. Les IM, que ce soit de les formes simples, hein, la maladie fibroelastique avec la rupture de cordage jusqu'au Barlow, il faut essayer de réparer tout le monde de façon précoce, puisqu'on a vu, hein, lorsque cette chirurgie est réalisée chez des patients asymptomatiques, on a une espérance de vie qui est maximum, et également, y compris chez les sujets âgés, et puis évidemment, l'expérience du centre joue beaucoup sur les taux de réparation. Dans la maladie rhumatismale, eh bien, se rappeler que finalement l'intérêt de la réparation, c'est d'éviter l'anticoagulation chez des patients qui ont une bonne, qui vont bien adhérer au traitement anticoagulant. Et bien probablement que l'intérêt de la réparation est moins importante. Néanmoins, chez des patients qui ont des lésions assez peu évoluées, principalement des lésions fuyantes plus que sténosantes, et bien la réparation peut être réalisée dans de bonnes conditions, en particulier dans les centres experts. Et dans la pathologie ischémique, eh bien on le voit, il reste assez peu de place dans la réparation, hein. C'est pour ça que finalement seulement 1%, la chirurgie mitrale concerne seulement les maladies ischémiques dans 1% des cas, que ce soit sur le plan chirurgical ou que ce soit sur le plan percutané. Voilà, donc ces problématiques sont des problématiques extrêmement intéressantes, hein. On avait jusqu'à présent assez peu de solutions de chirurgie mitrale. Notre toolbox, depuis les 10 dernières années, elle s'est enrichie de tas de moyens, donc c'était pour ça que c'est très important de bien comprendre les indications et pour bien soigner nos patients. Voilà, je vous remercie encore, merci encore à l'Association marocaine de cardiologie pour l'invitation et bonne soirée à tous. Merci professeur Daniel Garenberg pour cette excellente présentation sur les plasties mitrales. Donc il va susciter beaucoup de questions, mais pour l'instant nous allons commencer par les questions pour Madame Moti. Vous êtes là? Présent. Bien. Je vais essayer de vous sélectionner. Il y a beaucoup de questions. Ouf, j'ai peur. Oui, bon, courage. Bien. Que faire quand on a une IM avec un double G? Mais je pense que vous avez déjà répondu à cette question. Alors, c'est vrai que j'ai déjà vu des internes et des chefs de clinique qui prenaient le premier G, ils mesuraient le radius. Et puis, prenaient le deuxième G, ils mesuraient le deuxième radius, et puis ils les additionnaient, et puis ils utilisent la formule de la PISA. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Ce que je conseille de faire, ça n'a pas été démontré à grande échelle, mais je pense que ça aide, c'est de calculer le volume regurgitant qui est, en utilisant la première PISA, le premier G, si on arrive à bien voir le flux de convergence, mettons il est à 5 mm, prendre le deuxième G, mais faire la même chose. On obtient avec la première formule un volume regurgitant à 30 ml, on va dire. Le deuxième G, il est évalué, mettons, à 25 ml. On prend 30 plus 25 et on dit que c'est une insuffisance mitrale most likely significative. Ça, je l'ai déjà fait. Et effectivement, ça peut marcher, ça peut donner une idée plus précise de la quantification. Ceci dit, je vous dis ça sous réserve puisqu'on n'a pas d'études à grande échelle pour nous dire que ça marche. Mais surtout, ne pas additionner les radius ou les vena contracta, 3 plus 2, etc. D'accord, on va faire des allers-retours pour vous laisser vous reposer. Puis, question à M. Daniel.
Bon, oui, alors juste pour un peu revenir sur ce que vient de dire Dr Motti, c'est absolument vrai. C'est des problématiques qui se posent de plus en plus fréquemment puisqu'on a les MitraClip maintenant. Et donc, avec le MitraClip, on crée une valve à double orifice. Hein, donc, c'est des problématiques qui sont très importantes. Effectivement, les quantifications semi-quantitatives, elles ne marchent pas. Hein. On se base beaucoup sur la colorimétrie, voir jusqu'où vont les jets, etc. C'est quand même la morphologie qui est la plus utilisée maintenant. Bon, la question, c'était sur... Bon, deux questions. L'intelligence artificielle a-t-il apporté du nouveau dans la réparation mitrale et sur la place de la celluliochirurgie dans la réparation mitrale? Alors, l'intelligence artificielle, c'est une excellente question. Alors, moi, je reviens de 2 ans de fellow à New York, au Mont Sinaï, où je travaille avec le docteur Adams, qui est un peu l'héritier d'Alain Carpentier. Il y a très peu de choses. La chirurgie, ça reste, quoi qu'on en dise, un métier manuel. Donc l'intelligence artificielle, c'est pas très utile. Et encore, hein, vraiment, je regarde un centre où il y a de l'intelligence artificielle, il y en a à toutes les sauces. Mais pour la réparation, il n'y a pas grand-chose. Il y a un exemple que j'ai vu très récemment. Il y a maintenant des logiciels qui permettent de faire de l'analyse semi-automatique de l'échographie. Et donc, à partir de certains modèles, on arrive à prédire la réparation nécessaire en fonction de l'échographie. C'est-à-dire que vous rentrez dans la babase les données échographiques, il faut rentrer la taille de l'oreillette, la taille de l'anneau, tous les angles mitro-aortiques, les angles des feuilles, etc. Et puis maintenant, il y a des modèles qui permettent de dire, ah bah chez ce malade-là, il vaut mieux faire une résection de tel segment, telle taille de valve, etc. Ça va être les seules choses qui existent en intelligence artificielle. Pour ce qui est de la chirurgie celluloscopique, je crois que en France, et je crois que c'est la même chose aux États-Unis, la réparation celluloscopique concerne 10% des malades, quasiment. Il y a aussi une part qui est réalisée par le robot qui concerne à peu près 8%. Donc, on est sur une frange marginale de ce qui se fait. Chez les experts, les chirurgiens qui font de la réparation, toutes les réparations sont possibles, que ce soit de la maladie de la dégénérescence fibroelastique simple jusqu'à la maladie de Barlow. Voilà, et peu importe les indications. Je pense que de ce qui est prouvé, la chirurgie mi-invasive celluloscopique permet de faire toutes les chirurgies avec un taux de transfusion qui est inférieur. C'est à peu près le seul avantage. Éventuellement une reprise de l'activité professionnelle plus rapide, mais c'est le seul avantage que ça procure en termes de résultats, en termes de taux de réparation et en termes de mortalité à long terme. On n'a pas montré de différence entre chirurgie standard par sternotomie et chirurgie mi-invasive et robot d'ailleurs. Alors, je voudrais juste rajouter à ce que Dr Daniel a dit concernant cette chirurgie robotique, puisque moi, j'étais pas familière avec ça. Et puis, quand je suis venue à Riyad, j'ai vu elle était bien développée. Je pense que la petite touche qu'il a rajoutée par rapport aux éléments qu'il a dit, c'est la touche entre guillemets esthétique, parce qu'ici, il y a beaucoup de jeunes femmes qui se font opérer à 25-30 ans. Donc, la touche esthétique un petit peu en mini-invasif, avec, c'est vrai, des sorties plus rapides de l'hôpital, des complications enfin, c'est une chirurgie qui est quand même pas ambulatoire, mais quasiment très rapide. Je pense que c'est un plus et ça se développe à une vitesse très importante. Après, je crois 1 ou 2 chirurgies par semaine. Donc, parce que je pense que la population est beaucoup plus jeune ici pour les chirurgies mini-invasives et tout ce qui est mitral. Une question qui revient par plusieurs qui ont posé la question, puisque de toute façon, que ce soit dans l'insuffisance mitrale primaire ou secondaire, c'est les mêmes quantifications, les mêmes conséquences, les mêmes indications, et donc, en dehors de lésions anatomiques pour l'intervention chirurgicale, est-ce que ça a un intérêt de différencier l'insuffisance mitrale primaire ou secondaire? Deuxième question qui est liée là aussi, il faut retenir la question. Est-ce que dans l'insuffisance mitrale, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le degré de la dilatation du VG ou l'importance de la fuite?
Alors, je ne sais pas si Daniel veut rajouter quelque chose. Moi, je voudrais commencer par dire que c'est très important de différencier les deux, bien sûr, parce que le pronostic des malades dépend d'un côté d'une valve qui est malade et qui est en train d'altérer le ventricule gauche au fur et à mesure du temps. Il y a une pathologie organique qui est là. Donc, il faut, pour stopper le phénomène de dilatation et la progression le processus en fait qui se met en place de dilatation et de la fibrillation atriale due à la dilatation de l'oreillette gauche et de l'hypertension pulmonaire, il faut stopper. Dans l'insuffisance mitrale secondaire, la pathologie ventriculaire, elle est déjà là. Alors bien sûr, le pronostic peut dépendre de l'insuffisance mitrale, comme je vous ai montré. Dès qu'il y a une insuffisance mitrale, même modérée, le pronostic de ces malades avec insuffisance cardiaque, il est plus altéré et plus mauvais que celui qui n'a pas d'insuffisance mitrale. Mais néanmoins, c'est là vraiment le ventricule gauche qui va driver un petit peu ce pronostic. Donc c'est important, oui, de différencier les deux. Surtout quand vous parlez de dilatation importante, c'est qu'il y a trop de fibrose. Et c'est vrai que quelqu'un peut poser la question, est-ce que le pronostic va être lié à cette fibrose étendue du ventricule gauche ou à vraiment la fuite qui est là et qui ne fait que en fait une conséquence, même si elle peut elle-même être à son propre rythme, continuer à altérer le ventricule gauche. Alors je ne sais pas si Daniel a son idée là-dessus, mais moi je pense que c'est fondamental de différencier les deux. Ah oui, mais moi je pense que celui qui a posé la question, il a une semaine difficile. C'est vendredi soir, on a tous beaucoup travaillé, mais j'ai l'impression que le docteur Mottier et moi-même, la seule chose une des choses qu'on a dites, c'était vraiment que la différence, elle était fondamentale. C'est deux maladies qui n'ont absolument rien à voir, et dans l'essence même de la maladie mitrale primaire, c'est une maladie de la valve. Si on répare la valve, on a traité la maladie. La maladie mitrale secondaire, eh bien, par essence, l'insuffisance mitrale est secondaire. Si vous réparez la valve, vous n'avez pas réparé le cœur. Le cœur, la fuite, elle est secondaire à une pathologie cardiaque. Et donc, ça, c'est vraiment la différence. La maladie mitrale primaire, si vous réparez la valve, ou vous remplacez, enfin, vous l'opérez, quoi, vous avez traité la maladie. Ce qui est absolument pas le cas dans l'IM secondaire. Et puis, donc ça c'est quand même, c'est vraiment la chose essentielle. Et c'est pour ça que dans la dernière partie de mon topo, je vous ai dit, l'indication opératoire dans les IM secondaires sur la mitrale, il y en a quasiment plus. Hein. On répare quasiment plus on répare ou remplace, on n'opère plus l'IM secondaire. Les indications, elles sont vraiment extrêmement faibles, puisqu'on sait que ça procure pas de bénéfices en termes de survie. Et pour ce qui est de la quantification maintenant, puisque c'était aussi ça que vous avez posé, eh bien la quantification dans l'IM secondaire et primaire, elle est extrêmement elle est différente. Les chiffres sont différents. Je vous rappelle que les chiffres, les bornes pour parler d'IM sévère, c'est pas les mêmes dans l'IM primaire et secondaire, en tout cas dans la classification européenne. C'est moitié moins sur le volume de régurgitation et sur le ROA. Les Américains, ils ont décidé d'avoir les mêmes chiffres, les mêmes seuils pour la sévérité, mais en Europe, c'est pas les mêmes chiffres. Donc la quantification, elle est différente. Et puis toute la philosophie d'évaluation est différente. C'est vrai que le docteur Mottier vous a parlé de la proportionnalité. Ça, c'est quelque chose une notion qui est valable que dans l'IM secondaire et qui est de plus en plus importante et dont on entendra parler beaucoup par la suite. Alors, je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que le docteur Guimbert a dit concernant la moitié. La quantification, c'est la même. C'est les mêmes paramètres qu'on va utiliser, sauf qu'on va dire que le pronostic d'un malade avec insuffisance mitrale secondaire est mauvais dès lors qu'il a un volume régurgitatoire de 30. Mais ça ne veut pas dire que l'insuffisance mitrale, si elle est à 30, ben elle est moyenne, mais son pronostic est sévère. Donc c'est ça en fait la différence entre les Européens et les Américains. Et pourquoi les Américains ils ont changé ça? J'en ai parlé à beaucoup de collègues comme William Zorbi, compatriote qui travaille aux États-Unis. Il m'a dit, Daniel, chez nous, c'est comme d'ailleurs à Riyad, c'est des sonographeurs qui font ça. Alors si on leur dit marquer insuffisance mitrale sévère et ils se trouvent avec un volume régurgitatoire à 30, ils comprennent rien. Eux, c'est pas des médecins, c'est pas des cardiologues, c'est des techniciens. Ils sont très disciplinés. On leur dit quantifier et donnez-nous les chiffres. Donc pour eux, ils veulent faire une unimisation, quelque chose d'unanime par rapport au sonographeur qui va effectuer les mesures, qui va effectuer les calculs. Mais c'est vrai que quand on a une insuffisance mitrale secondaire avec 60, c'est déjà c'est très très sévère. Et c'est pour ça que je vous ai donné la nouvelle intégration entre les volumes regurgitants rapportés au volume télédiastolique, plus de 20%. Et cette proportionnalité dont on a parlé souvent.
Mais c'est vrai que le pronostic des malades est mauvais dès lors qu'on a 30 millilitres ou 0,20 mm². Rachida, tu as des questions? Ou Aïcha? Oui, oui, Dania, une question très simple et très basique. Qu'est-ce que le cardiologue doit marquer sur son compte rendu concernant une IM? Ah, alors si tu me permets, j'ai préparé une diapo que j'ai cachée parce que je sais que vous alliez m'arrêter. Donc la diapo, elle est bien simple, il y a tout dedans. Qu'est-ce qu'un rapport d'échographie doit vous donner? Je vais vous le montrer tout de suite et ça va vraiment permettre à celui qui a fait l'échographie. Alors, main parameter, voilà, donc share screen et comme ça au moins vous avez la réponse qui est déjà, toc, voilà, hop. Voilà tout ce que vous devez montrer quand on est en absent. On regarde, attendez, je change ça. Hop. Vous le voyez là? Alors, main parameter that have to be shown in a report. Et ça, j'avais préparé, mais je ne savais pas que tu allais me poser la question. Les dimensions ventriculaires, non seulement en dimension M-mode, mais en volume indexé à la surface corporelle. Vous savez très bien que dans l'insuffisance mitrale, des fois, on a des volumes, des dimensions au niveau de la base du ventricule qui sont normaux, 50 ml, 52, mais quand vous faites des volumes, et ça a été démontré à l'IRM par beaucoup d'équipes, il y a en fait une dilatation qui est un peu plus au niveau de l'apex. Donc, vraiment prendre les volumes et les indexer à la surface corporelle. Là, par exemple, je vous dis à Riyad, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont tout petites, je regarde leur taille de pied, elle fait 37. Je ne sais pas pourquoi, ils ont tous 36, 37, je me dis, faire une étude comparer les pieds, la taille des pieds au ventricule. Et en fait, on a l'impression que les volumes donnés pour ces jeunes femmes sont normaux. Mais quand on les indexe à la surface corporelle, on voit en fait qu'ils sont à 38 mm par mètre cube, ils sont à plus de 80 ml par mètre carré. Donc vraiment indexés à la surface, notamment dans les petites surfaces corporelles. Il faut donner la fraction d'éjection en volume, mais pas en M-mode. Il faut faire le GLS parce que le GLS, ça va nous donner une valeur pronostique dans les insuffisances mitrales. Rappelez-vous que le GLS normal est moins 20%. Sauf que dans une insuffisance mitrale compensée, il faut que ce soit supranormal, il faut que ce soit à moins 23. Et si on fait une épreuve d'effort ou une écho d'effort et on tombe à moins 19, moins 17, ça veut dire que ce patient, malgré une fraction d'éjection à 60%, eh bien, il a une réserve contractile qui commence à baisser. Donc, attention, ce n'est pas dans les recommandations, mais je vous le dis. La morphologie de la valve mitrale, le degré de calcification, le mécanisme de l'IM, ça on en a parlé, IM secondaire, primaire. La quantification, est-ce qu'il y a un seul G, est-ce qu'il y a un G excentrique comme ça, celui qui vous lit, il sait pourquoi vous n'avez pas donné une vena contracta, il sait si vous avez été capable de faire une bonne quantification. Si vous ne lui dites pas qu'il y a un G excentré, si vous ne lui dites pas qu'il y a des multiples G, il ne saura pas. La vena contracta quand c'est possible, le volume regurgitant par la pizza ou par la méthode volumétrique, l'héro bien sûr la surface de l'orifice régurgitant, le timing de la régurgitation holo ou télésystolique ou proto-systolique, la vélocité de l'onde de E supérieure à 1,5, le degré de dilatation de l'oreille gauche en volume, pas en diamètre antéro-postérieur. Rappelez-vous, le pronostic, c'est en 2B indication pour opérer ces gens. 60 000, présence des pressions pulmonaires, le degré de sévérité de l'hypertension, le ventricule droit, bien sûr. Donc ça, c'est le minimum syndical à mettre dans un compte rendu. C'est un peu long, mais c'est ça. Et la tricuspide, Pardon, excusez-moi. Donc le ventricule droit, l'évaluation de la tricuspide et la dilatation de l'anneau tricuspidien pour poser une indication. Excusez-moi. La tricuspide, très important, c'est quand j'ai parlé en fait des pressions pulmonaires, vous avez raison. Donc je le rajoute tout de suite, la dilatation de l'anneau tricuspidien, insuffisance tricuspidienne modérée ou moyenne, parce que ça va changer l'indication opératoire. Pardonnez-moi. Merci Damia. Vous voyez, on a toujours amélioré les diapos. Voilà. Merci beaucoup. Merci Daniel. Merci beaucoup pour. Je crois qu'on est un petit peu en retard. Je vais passer la parole tout de suite au professeur Aoued pour la question et pour conclure. Merci beaucoup, Madame Moti. Merci beaucoup, Monsieur Greenberg. Et donc, à la prochaine. Alors, donc là, je prends le mot de la fin. Donc, juste pour dire qu'on aurait voulu encore rester pour poser de nombreuses questions. L'insuffisance mitrale, c'est toujours une thématique qui est intéressante et intéresse énormément de cardiologues, de chirurgiens. Et donc, mais bon, on a une petite heure et on doit s'arrêter.
Et donc, vous avez bien vu sur les deux différents topos l'importance du distinguo entre l'insuffisance mitrale primaire et l'insuffisance mitrale secondaire. Comme on l'a dit dès le départ, bien qu'elle porte le même nom, insuffisance mitrale, il est très important de distinguer les deux en termes de définition, en termes d'étiologie, d'indication thérapeutique, de pronostic, etc. Et donc, sans plus tarder, je donne la question à mon ami le docteur Hassan Mir pour introduire la session suivante. Et merci à l'AMCAR et bravo pour cette session. Bon, avant d'introduire la prochaine session, je tiens à remercier les orateurs et les modérateurs, et en particulier Aïcha Aouad qui a fait le déplacement pour venir nous joindre ici. Merci beaucoup Aïcha. Donc, je présente notre ami modérateur Alami Si Mohamed, qui va modérer le symposium de Merck. C'est Mohamed Alami est professeur de cardiologie. C'est notre ancien président de l'AMCAR. Il est très impliqué dans le monde associatif. Il est spécialiste dans la prévention cardiovasculaire. Et tout de suite, je vais te donner la parole. Et juste, je rappelle qu'après le symposium, restez connectés. Il y aura une tombola tirée au sort sur les gens qui sont connectés, sur les médecins connectés. À toi, c'est Mohamed Alami. Bonsoir tout le monde. Restez connectés. Je crois que c'est le mot le plus important. Restez connectés. Merci, Dr Mir. On est ensemble pour le symposium des laboratoires Merck. Et je voudrais commencer par féliciter l'AMCAR, son bureau, et à leur tête, professeur Saïd Shraibi. Bravo pour le bon boulot. Et on ne peut être que fiers de l'AMCAR, étant tous des membres de cette association. Donc, aujourd'hui, on ne vous le cache pas, il y a un nouveau médicament pour l'hypertension qui vient enrichir toute la gamme que nous avons. Ce médicament, vous le voyez à l'écran, il associe bisoprolol amlodipine. C'est nouveau et on a la chance, on a le privilège d'avoir un expert, un grand expert qui est le professeur Bnis, qui va nous parler de ça. J'ai un long CV devant les yeux, mais je crois que on va juste dire que c'est notre ancien président de la Société marocaine de cardiologie. C'est un ancien chef de service au CHU de Casablanca, et j'en passerai. Et est donc une référence en la matière. Et c'est un grand plaisir de t'avoir pour parler de cette nouvelle association, puisque c'est une association de plus qui vient enrichir nos recommandations. Alors, professeur Benis, à vous la parole. Merci, cher ami, cher Si Mohamed, et je suis vraiment très touché par tes paroles extrêmement gentilles. Encore une fois, merci au bureau de l'AMCAR pour ce magnifique congrès. Alors, on a vu tout à l'heure une nouvelle association, lisinopril amlodipine. Alors, on va avoir une nouvelle association bisoprolol amlodipine et on va la situer, et ça va être renforcer notre arsenal thérapeutique face à l'hypertension artérielle. Et comme chacun le sait, voilà. Alors, comme chacun le sait, l'hypertension, principal facteur de risque cardiovasculaire évitable, principal facteur de mortalité cardiovasculaire, et l'hypertension, malgré toutes les avancées thérapeutiques, pose de gros problèmes de prise en charge. Vous le savez très bien, ça pose un problème de dépistage, puisque 50% des hypertendus ne sont pas dépistés, 50% des dépistés ne sont pas traités, et 50% des traités ne sont pas contrôlés. Donc, il y a de gros problèmes de dépistage, de diagnostic et de prise en charge. Et à ce moment-là, il y a tout un système qui doit se mettre en marche, de pouvoir identifier les hypertendus, de pouvoir les contrôler, de pouvoir augmenter la surveillance des patients hypertendus, d'utiliser tous les moyens dont on dispose pour surveiller nos patients, de pouvoir mieux évaluer les patients et de pouvoir mieux les traiter et mieux les suivre. Alors, nous savons tous que la baisse de la pression artérielle a un effet direct sur la réduction du risque cardiovasculaire. Et donc, le principal bénéfice vient de la baisse de la pression artérielle, quelle que soit la classe thérapeutique utilisée. Que vous utilisez un IEC, un ARA2, un inhibiteur calcique, un bêta-bloquant diurétique, lorsque vous baissez la pression artérielle, vous diminuez pratiquement de 45% le risque d'accident vasculaire cérébral, de 40% d'incidence cardiaque,
de diminution de mortalité de presque 30%, de morbidité cardiovasculaire. Donc le bénéfice est énorme et aujourd'hui, quand on veut, on le peut, nous avons les moyens pour traiter les patients. Et donc vous voyez qu'il n'y a pas photo, toutes les méta-analyses vont dans le même sens. Il y a un effet majeur du traitement, surtout quand vous baissez la pression de 20 mm de mercure, la pression systolique, ou 10 mm de la pression diastolique. À ce moment-là, vous diminuez les événements cardiovasculaires majeurs, les accidents vasculaires cérébraux, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale et la mortalité cardiovasculaire. Et ce, quel que soit l'âge, c'est-à-dire que de 50 à 60 ans ou à 80 ans, vous allez diminuer l'incidence des accidents vasculaires cérébraux et des phénomènes, des ischémies myocardiques. Vous connaissez tous et on le sait tous, on le voit tous les jours, le prix à payer des accidents vasculaires cérébraux et de l'ischémie myocardique. Et donc, on a vu tout à l'heure, bien entendu, les recommandations et la définition de l'hypertension artérielle. Voici les objectifs tensionnels auxquels nous sommes attachés à avoir. Donc, quel que soit l'âge, donc que ce soit hypertendu, diabétique, insuffisance rénale, coronarien ou accident vasculaire cérébral, en général, l'objectif tensionnel doit être moins 140, 90 mm de mercure. Si vous avez de l'hypertension, 130, 80 mm de mercure. Si vous avez du diabète, 130, moins 80 mm de mercure. Si vous avez une coronaropathie, 130, moins 80 mm de mercure. Et lorsqu'il y a un passé d'accident vasculaire cérébral, donc 130, 80 mm de mercure. Ceci dit, il ne faut pas baisser au-dessous de 120 mm de mercure parce qu'il y a une courbe en J et vous savez que quand vous baissez trop la pression artérielle, il y a des risques, bien sûr, d'ischémie myocardique qui vont survenir. Donc, pour être clair, essentiel, moins 140, 90 mm de mercure. Et si vous pouvez, pour les personnes de moins de 65 ans, 130, 80 mm de mercure, baisser la diastolique à moins 80 mm de mercure et baisser la systolique à moins 140, au mieux moins 130, mais ne pas baisser au-delà de 120 mm de mercure. La physiopathologie de l'hypertension est complexe. Elle fait intervenir un certain nombre de mécanismes, que ce soit des mécanismes rénaux, donc la stimulation du système rénine-angiotensine, aldostérone, le cœur intervient dans l'hypertension par l'élévation des facteurs, l'augmentation de la fréquence cardiaque, du débit cardiaque, les mécanismes inflammatoires, les mécanismes cérébraux, l'augmentation de la stimulation sympathique, la diminution du parasympathique, l'altération du baroréflexe, l'augmentation de la vasopressine et des mécanismes endocrines comme l'augmentation de l'aldostérone, la leptine, l'augmentation de l'insuline, l'hormone de croissance, la thyroïde, et en plus l'altération de l'architecture vasculaire et de la dysfonctionnement vasculaire avec l'augmentation d'endothéline et la diminution de la sécrétion du monoxyde d'azote et des prostaglandines et l'augmentation de la résistance artérielle. L'ensemble de ces facteurs va entraîner l'hypertension artérielle. Et dans cette complexité, essayons de chercher la simplicité. La simplicité et non pas la simplification. Être simple, mais pas simpliste. Il y a trois mécanismes essentiels. Il y a l'intervention du système rénine-angiotensine chez les diabétiques et les prédiabétiques. Il y a l'intervention de la rétention hydrosodée chez les personnes qui sont sujets à la rétention hydrosodée, par exemple les sujets de race noire. Et puis, il y a l'implication du système nerveux autonome qui joue un rôle majeur dans le développement de l'hypertension artérielle, comme atteste l'augmentation de la fréquence cardiaque. Vous savez que plus la fréquence cardiaque monte, plus il y a une activation sympathique et plus c'est un facteur clé qui va conduire à une augmentation du risque cardiovasculaire. Et d'ailleurs, nous, cardiologues, nous, médecins, la première des choses quand on voit un patient arriver, c'est de voir sa fréquence cardiaque. Ceux qui ont une fréquence cardiaque élevée plus de 80 battements par minute, ces patients, dans les 10 ans à venir, vont avoir plus de risques de maladies coronaires, de maladies cardiovasculaires, et de mortalité toute confondue. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir plus de 80 battements par minute, c'est quelqu'un qui va faire beaucoup plus de cancers, beaucoup plus de maladies inflammatoires, mais en particulier, restant dans notre domaine, plus d'accidents coronaires et plus d'accidents cardiovasculaires. Et vous le savez tous, le sport a un effet extrêmement intéressant pour baisser cette fréquence cardiaque et pour être en bonne santé. Donc faites du sport. Et d'ailleurs, le sport est un des meilleurs facteurs pour lutter contre le système sympathique. Et cette hyperactivité sympathique, on le voit dans l'étude Value, que plus la fréquence cardiaque monte, plus la pression artérielle monte, plus le risque cardiovasculaire monte. Et bien entendu, lorsqu'on a une personne devant vous qui arrive au cabinet
ou dans votre famille qui a une fréquence cardiaque basse, qui a une pression basse, le risque de faire un événement dans les 10 ans ou 20 ans à venir est bas. Par contre, la personne qui arrive avec une fréquence cardiaque élevée, avec une hyperactivation sympathique, cette personne est à risque cardiovasculaire élevé. L'augmentation de l'activité nerveuse sympathique va passer par la libération de noradrénaline, ce qui va augmenter la fréquence cardiaque, diminuer la variabilité de la fréquence cardiaque, augmenter la contractilité. Au niveau des récepteurs bêta, augmenter la libération de rénine, d'angiotensine, de la pression artérielle, de l'hypertrophie ventriculaire gauche et de l'insuffisance cardiaque. Demain, on va voir l'insuffisance cardiaque avec le professeur Alami. Et le système sympathique joue un rôle majeur. Et d'ailleurs, une des voies de succès dans le traitement, la prévention de l'insuffisance cardiaque, justement, le blocage sympathique et la désactivation sympathique qui entraîne une amélioration du pronostic. Vous savez que le bêta-bloquant, ça en fait partie des 4 traitements majeurs de l'insuffisance cardiaque. Et puis, lésions vasculaires, entraînées par le stress pulsatile, les lésions athéromateuses, la rupture du plaque. Donc, tous ces mécanismes sont médiés par le système sympathique et cette activation du système sympathique, l'augmentation de la fréquence cardiaque, la diminution de l'activation, l'augmentation du système rénine-angiotensine, la diminution des réserves myocardiques, la diminution de la contractilité myocyte, la diminution du flux coronaire, le remodelage cardiaque, les anomalies électrolytiques vont entraîner de la vasoconstriction, une diminution de la réponse à l'exercice, de l'ischémie, les arythmies, la dysfonction cardiaque. Et à la fin, l'ultime, c'est l'insuffisance cardiaque et puis la mort subite. Donc, regardez les méfaits de l'activation du système nerveux sympathique. Il est absolument fondamental de bloquer, de moduler, de diminuer le travail, bien sûr, du système sympathique délétère pour le cœur. Et nous avons les moyens aujourd'hui, quand on veut, on le peut. Alors, nous avons les bêta-bloquants sans activité intrinsèque, sans activité sympathique intrinsèque, qui vont contre la fréquence cardiaque via l'action sur l'hyperactivation sympathique. Nous avons aussi les inhibiteurs calciques non dihydropyridiniques, mais dans ce cas, l'action n'est pas alliée à l'hyperactivation sympathique, mais à réduire la vitesse de conduction nerveuse et à reprolonger la repolarisation. Nous avons l'ivabradine qui va agir par les canaux AF, qui va contrer l'activité du stimulateur cardiaque dans le sinusal. Mais je rappelle que les inhibiteurs des canaux AF, l'ivabradine, ne sont recommandés comme traitement de deuxième intention, unique chez les malades coronariens, uniquement lorsque les bêta-bloquants ne sont pas tolérés ou lorsque des réductions supplémentaires de la fréquence cardiaque sont nécessaires. Alors, le bisoprolol est un bêta-bloquant de référence. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet de classe. Et ce bêta-bloquant, qui est le chef de file des bêta-bloquants, va agir sur l'efficacité, sur la sélectivité des récepteurs bêta, sur la protection du profil lipidique et le fait qu'il ne touche pas les lipides et le peu d'effets secondaires. Alors, quand on parle de sélectivité du bisoprolol, en termes de sélectivité au niveau des récepteurs bêta, la plus haute sélectivité bêta 1 est avec le bisoprolol. Regardez par rapport au bêtaxolol, l'aténolol, au métoprolol, il n'y a pas photo. Le bisoprolol est pratiquement 2 à 3 fois supérieur aux autres bêta-bloquants. Regardez le plus mauvais de la classe, le propranolol. Donc, il y a une sélectivité intéressante et majeure du bisoprolol, ce qui lui confère un effet antihypertenseur, antiarythmique, anti-ischémique et traitement majeur de l'insuffisance cardiaque. Et ceci, on le sait bien, les récepteurs bêta 1, ils vont être incriminés dans l'augmentation de la contractilité de la fréquence cardiaque, l'augmentation du risque de nécrose myocardique et au niveau des reins, l'augmentation de la rénine. Alors que les récepteurs bêta 2 sont plutôt au niveau des muscles lisses bronchiques et donc il peut y avoir un problème vis-à-vis des patients qui ont une bronchopathie chronique obstructive. Et justement, le bêta-bloquant cardiosélectif bisoprolol protège et n'agit pas sur les récepteurs bêta 2. Et aujourd'hui, le bisoprolol n'est pas contre-indiqué chez les patients qui ont une bronchopathie chronique obstructive. Donc, on peut le prescrire, bien sûr, avec surveillance. Par contre, l'aténolol a plus grande action au niveau des récepteurs bêta 2 et donc pourrait poser problème. Mais
le bisoprolol ne pose aucun problème aujourd'hui. Ce n'est pas une contre-indication. J'entends beaucoup d'appels de pneumologues qui disent « Ah oui, non, il faut diminuer les bêta-bloquants ». Mais en général, quand vous avez l'indication, l'hypertension, l'ischémie myocardique et les insuffisances cardiaques, il ne faut surtout pas les priver du bisoprolol, bien sûr, avec un contrôle respiratoire, bien entendu, continu. Et au niveau du profil lipidique, le bisoprolol ne touche pratiquement pas au profil lipidique et n'entraîne pas de diminution de l'HDL, chose qu'on peut voir avec l'athénolol et le propanol. Et l'athénolol, c'est pratiquement le plus mauvais de la classe. D'ailleurs, les laboratoires l'avaient bien compris et l'avaient utilisé comme médicament comparateur par rapport à un certain nombre d'essais pour gagner des parties. Mais vous allez trouver difficilement un médicament de référence qui va se comparer au bisoprolol. Je ne suis pas sûr que la victoire est acquise. Alors, le bisoprolol va être associé dans l'association, le concoramlo, à de l'amlodipine. Et j'ai parlé tout à l'heure des effets de l'amlodipine, que ce soit sur la pression artérielle, c'est un antihypertenseur, inhibiteur calcique, vasodilatateur de référence pour la baisse de la pression artérielle, qui va diminuer aussi bien la pression systolique que la pression diastolique, qui se maintient, qui est stable au cours du temps. Et surtout, on va le voir sur les 24 heures avec une baisse aussi bien de la pression nocturne que la pression diurne. Et on va voir tout à l'heure l'importance de la baisse de la pression nocturne et surtout la protection chez les patients non d'hyper et reverse d'hyper qui vont monter la pression la nuit et qui vont avoir des risques d'augmentation de risque d'accident vasculaire de 6 heures du matin, d'infarctus du myocarde. Vous savez, tout ce qu'on est une horloge et la chronothérapie est extrêmement importante. Il faut donner des molécules qui puissent agir et qui puissent baisser cette pression artérielle la nuit. L'amlodipine n'agit pas uniquement sur la pression artérielle périphérique, mais aussi sur la pression artérielle centrale. Et ça a été démontré dans l'étude CAFE. Et la preuve, un certain nombre d'IEC utilisent pour gagner la partie l'amlodipine dans leur stratégie, parce que ce sont des stratégies contre stratégies. Et c'est comme ça qu'ils gagnent la partie dans un certain nombre d'essais. Pourquoi? Parce que l'amlodipine est un excellent antihypertenseur, anti-ischémique et diminue la pression centrale et par conséquent, c'est ce qui fait gagner la partie, c'est l'atout majeur. Et on le voit, par exemple, dans Camelot, où c'est grâce à l'amlodipine qui va vaincre l'énalapril, un IEC de référence, en termes d'événements comme l'angine de poitrine, la revascularisation myocardique. Donc, n'oubliez pas, l'amlodipine est un excellent antihypertenseur, anti-ischémique, diminue la pression centrale et regardez même dans Ascot, dans Prévin, dans Olat, l'amlodipine gagne à chaque fois sur les hospitalisations, sur les angines de poitrine, sur les revascularisations, sur les nouveaux événements cardiovasculaires et sur les causes de mortalité. Et en fait, lorsqu'on associe le bisoprolol avec l'amlodipine, c'est un triple blocage. Pourquoi un triple blocage? Parce que quand vous donnez un bêta-bloquant, vous diminuez les récepteurs, donc vous allez bloquer le système nerveux autonome sympathique et vous, en même temps, c'est un antirénine. Et quand vous associez un inhibiteur calcique, vous allez agir sur la vasodilatation. Et par conséquent, cette combinaison va amener plus de forme, plus de force, ça va être synergique et ça va vous permettre, bien sûr, de toucher plusieurs angles thérapeutiques, à savoir, on l'a vu, la stimulation du système réninoangiotensin par les bêta-bloquants, la stimulation du système sympathique par les bêta-bloquants et bien sûr tout ce qui est rigidité vasculaire, vasoconstriction, mécanisme vasculaire par les inhibiteurs calciques. Voilà, on va voir 4 cas cliniques pour illustrer tout ça. Le premier cas, c'est un monsieur de 65 ans, hypertendu, qui vient vous voir avec une pression de plus de 170-100 mm de mercure, qui est rapide, qui est ancien fumeur, qui est coronarien, dilaté, qui est stressé au travail, qui prend des anti-inflammatoires pour une tendinite, qui est en surpoids avec un indice de masse corporelle élevé, et vous confirmez qu'il est un vrai hypertendu. Alors, c'est un patient chez qui vous confirmez le diagnostic d'hypertension avec plusieurs prises, qui a déjà une bithérapie, et c'est une bithérapie qui est inefficace. Vous avez une bithérapie, par exemple, d'un ARA2, d'un IEC plus un diurétique. Et ce patient pose un certain nombre de problèmes qui aggravent son hypertension.
comme la consommation d'alcool, comme le surpoids, l'excès de consommation sodée. N'oubliez pas l'apnée du sommeil, la prise d'anti-inflammatoires. Donc, vous voyez un certain nombre de facteurs. Et puis, lorsqu'on fait un holter tensionnel, on trouve qu'il a une pression systolique élevée, une pression moyenne de 149,90 mm de mercure. Donc, c'est une tension non contrôlée. Une pression moyenne diurne, 144,94. Donc, c'est un hypertendu reverse, donc qui est à haut risque cardiovasculaire. Et à ce moment-là, le choix va vers l'association Concoramlo, bisoprolol, qui a une haute activité sympathique, qui va inhiber le système sympathique, diminuer la fréquence cardiaque, diminuer la vibration de rénine. L'amlodipine, qui va être vasodilatateur, qui va diminuer la résistance périphérique. Et il va baisser sa pression artérielle en augmentant sa cardioprotection. Alors, comment je vais le traiter, ce patient? L'aspirine, bien sûr. Donc, l'association IEC ou ARA2 plus le diurétique le matin, l'inhibiteur calcique plus bêta-bloquant, par exemple, le soir. Je vais essayer de baisser son LDL, pas essayer, mais je vais baisser son LDL à moins de 1 gramme, prendre en charge ces facteurs de risque, et les mesures hygiéno-diététiques, et bien sûr, l'éducation thérapeutique avec des automesures de la pression artérielle. Il doit maigrir, réduire son poids et changer d'habitude alimentaire. Deuxième cas clinique, M. Driss, 44 ans, hypertendu, ronfleur, asthénique. Donc, vous voyez là où je veux venir. C'est un hypertendu nocturne qui est asthénique, qui a un IMC de 30 et qui fume. Et je lui fais un holter tensionnel. Il est hypertendu nocturne. Il n'a plus ce profil d'épine. Il est non d'épine. Et même à certains moments, il augmente sa pression la nuit. Alors, je vous rappelle que nous avons 4 profils tensionnels. Nous avons les extrêmes d'hyper. Nous avons les normaux, ceux qui baissent de 10 à 15% la pression nocturne. Nous avons les non-dippers qui ne baissent pas la pression la nuit et ceux qui inversent cette pression la nuit et qui sont à risque cardiovasculaire. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a un problème de chronothérapie et du risque de l'hypertension nocturne. Et vous voyez que normalement, on devrait être dipper, c'est-à-dire on devrait baisser de 10 à 15%. Il y a des extrêmes dippers qui baissent trop la pression de la nuit, il faut faire attention, parce que si vous baissez trop la pression de la nuit, c'est pas bon. Et puis ceux qui sont réverses, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Alors, qui expliquent le fait qu'on a une hypertension nocturne. La consommation de sel, la sensibilité au sel, les insuffisants rénaux. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à éliminer le sel la nuit, ils augmentent la pression, ils n'arrivent pas à éliminer le sel lourd, et par conséquent, ils augmentent la pression la nuit. Les diabétiques, ceux qui ont les insomniaques, et ceux qui vont avoir l'hypertension du petit matin, qui est expliquée par l'insomnie, l'apnée du sommeil, le stress, la prise d'alcool. Donc, vous voyez que clairement, ce risque cardiovasculaire va augmenter. Alors, il faudrait savoir que cette hypertension nocturne, elle est secondaire à plusieurs facteurs. Il y a l'augmentation de la pression intrathoracique par l'apnée du sommeil, l'augmentation de la pression, la diminution de la compliance pulmonaire, la stimulation des chémorécepteurs, l'hypoxie, l'hypercapnie et tout ça. Alors, quand vous associez hypoxie, hypercapnie, ben, vous stimulez le système sympathique, on y revient, vous augmentez l'inflammation, vous diminuez la fabrication du monoxyde d'azote, vous augmentez le stress oxydatif, vous augmentez le système rénine-angiotensine, et donc vous créez cette hypertension nocturne et qui va être un tueur silencieux du cœur, du cerveau. Vous allez vous retrouver avec des micro-accidents vasculaires cérébraux, de la micro-albuminurie, de l'hypertrophie et de la dysfonction ventriculaire. Et on le voit quand on fait des cohortes de patients, on voit que les personnes qui ont une hypertension nocturne ont une augmentation du risque d'événements cardiovasculaires et bien sûr d'accidents vasculaires cérébraux et de mortalité cardiovasculaire. Donc nous avons besoin d'une association qui va contrôler cette tension nocturne et si vous avez le bisoprolol qui est en rouge par rapport à la laténolol et qui permet un meilleur contrôle sur les 24 heures et vous avez l'effet de l'amlodipine par rapport à la phénylodipine qui a une baisse tensionnelle extrêmement importante. Troisième cas clinique, patient de 78 ans, asthénie dure et palpitations, qui est hypertendu avec des maximums à 200 mm de mercure et qui est sous valsartan et qui est sous valsartan hydrochlorothiazide, qui est un kyste thyroïdien et regardez son fibrillation auriculaire.
Elle est en fibrillation auriculaire, elle a une fraction d'éjection de 45%, elle a une oreillette gauche qui est dilatée, elle a une fuite mitrale minime. Bon, en tous les cas, c'est l'indication essentielle des bêta-bloquants par la fibrillation auriculaire. Et ça, les recommandations le disent. Les bêta-bloquants ont une place majeure quand les patients sont des traitements de première intention. Un CFA, insuffisance cardiaque, arythmie ou angine de poitrine. Et donc, c'est le diagramme proposé par la Société européenne. Et à ce moment-là, on peut associer soit un IEC ou un ARA2 plus un bêta-bloquant comme traitement de première intention. Dernier patient, c'est un patient de 53 ans chez qui vous débutez un traitement le mois auparavant. Il rapporte un tabagisme, il y a un IMC de 29, il y a plusieurs facteurs de risque, il est tabagique, bronchitique, une stéatose hépatique, un surpoids, une sédentarité. Et à ce moment-là, vous le remarquez, vous voyez qu'il a une pression de 170-100 mm de mercure aux deux bras, une glycémie 1,15. Regardez son LDL 1,7. On l'oublie souvent de regarder cet LDL et de le baisser à moins de 1, une calémie à 4,5. Il n'y a pas d'HVG sur le CG et il y a, après des règles hygiéno-diététiques, vous avez une pression à 140,85, 145,91 sur 24 heures. Et puis, vous démarrez le traitement avec un ARA2 à demi ou à pleine dose. Alors, quelle est votre attitude? Est-ce que vous augmentez l'ARA2 à pleine dose? Est-ce que vous ajoutez un bêta-bloquant, un inhibiteur calcique, un diurétique thiazidique, ou vous ne modifiez pas le traitement? Ben, dans ces cas-là, nous avons choisi, bien sûr, d'ajouter l'association inhibiteur calcique plus bêta-bloquant. Pourquoi? Parce que le bêta-bloquant, comme je l'ai dit, c'est un traitement de première intention chez les patients angineux qui ont une hypertension, chez les patients insuffisants cardiaques qui sont rapides, qui ont une hyperactivité sympathique. Alors pourquoi? Parce que quand vous donnez l'association, bien entendu, Concoramlo, vous allez baisser la pression systolique, vous allez baisser la pression diastolique sur le temps, et cette baisse peut aller jusqu'à 40 mm de mercure parce que qu'on a le Concoramlo 5 plus 5 mg d'amlodipine et 5 mg de bisoprolol, et on a aussi le Concoramlo 10 mg pour les patients les plus résistants. Et cette baisse tensionnelle peut aller jusqu'à 37,4 mm de mercure pour la pression systolique et moins 19,7 donc quand il dit que vous allez traiter comme une bithérapie et à ce moment-là, vous allez avoir une réduction rapide de la pression artérielle et cette effet rapide dès la première semaine. Et quel est, bien entendu, le corollaire ou la réponse des médecins, la perception des médecins sur l'efficacité? C'est une perception excellente et ça, c'est l'étude de 2008 ESCAPE qui montre que la perception est pratiquement dans 80% des cas ou 80% des cas est excellente, aussi bien sur l'efficacité que sur l'autolérance. Et ça, c'est important d'associer parce que, on le sait bien, le traitement idéal de l'hypertension artérielle, c'est un traitement efficace et surtout bien toléré. Et le Concoramlo est en général extrêmement bien toléré. Donc, c'est la dernière diapositive pour vous dire que nous avons l'association amlodipine bisoprolol qui permet un meilleur contrôle tensionnel, un meilleur contrôle de la fréquence cardiaque, l'observance thérapeutique et la chronothérapie. Donc, une avancée de plus et une excellente nouvelle pour nous praticiens qui cherchons bien sûr à réduire les événements cardiovasculaires, à diminuer la morbidité, à améliorer la qualité de vie de nos patients. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, professeur Benis, pour cette excellente présentation. Bravo, on a fait le tour de la question grâce à votre présentation. Et si vous le voulez bien, il y a des questions. Donc, on ne vous laisse pas trop le temps de souffler, mais vous pouvez prendre quelques secondes. Un petit verre. Voilà. Alors, première question sous les yeux. Chez le sportif de haut niveau hypertendu, vous préférez quelle molécule? Alors, chez les sportifs de haut niveau, moi, je préfère plutôt un médicament comme un IEC ou un ARA2, ou
plus ou moins inhibiteur calcique. C'est plutôt vers ça. Alors, lorsque on va vers un sportif de haut niveau, les bêta-bloquants peuvent diminuer la fréquence cardiaque, surtout la fréquence cardiaque à l'effort, et ça peut diminuer un peu la performance du sportif. Les diurétiques posent des problèmes parfois de calémie, des problèmes de déshydratation. Donc, je vais plutôt vers un traitement associant peut-être un inhibiteur calcique plus un IEC ou un ARA2. J'irai plutôt vers association inhibiteur calcique ARA2 plutôt, donc pour la tolérance. Et deuxième chose, c'est une excellente question, il faut apprendre aux malades hypertendus et sportifs de ne pas prendre le traitement avant une séance de sport, parce qu'il y a l'effet de vasodilatation du sport et ils peuvent chuter leur tension au cours du sport s'ils ont pris le traitement juste avant. Donc, la prise sera différée de quelques heures après le retour du sport. Par exemple, demain matin, on va aller faire son footing. Donc, on ne va pas prendre le traitement à 6h ou 7h du matin. On le prendra après le retour du footing, après la douche, après le petit déjeuner, le repos. À ce moment-là, on prendra le traitement. Là, c'est une notion extrêmement importante. Il faudrait savoir que pour les sportifs de haut niveau, il faudrait signaler, bien sûr, lorsque c'est un sportif qui est en pleine activité, qu'il prend un certain nombre l'ordonnance au comité olympique parce qu'il y a un effet dopant, par exemple des bêta-bloquants et diurétiques, parce que les diurétiques peuvent être masquants de certains produits. Donc, il faudrait avoir l'ordonnance du médecin. Très bien, merci. Alors, la deuxième question, elle est peut-être un peu plus costaud. Quand est-ce qu'on prescrit l'association IEC bêta-bloquant et IEC amlodipine? Alors, IEC amlodipine, c'est un traitement qui peut être associé en première intention. Première intention, c'est-à-dire chez les hypertendus. Aujourd'hui, tu as vu les nouvelles recommandations de la Société internationale. C'est qu'on associe IEC plus inhibiteur calcique à mini-dose en première intention. Deuxième étape, à pleine dose. Troisième étape, on ajoute le diurétique. Et en dernière étape, on ajoute l'anti-aldostéronien. Donc, voilà un peu pour l'association IEC, bien entendu, IEC plus inhibiteur calcique. Pour l'association bêta-bloquant IEC, à ce moment-là, bien sûr, le traitement où on assiste, c'est l'insuffisance cardiaque. Lorsqu'on a une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection de moins de 40%, à ce moment-là, ce sont des traitements de première intention. Le bêta-bloquant fait partie intégrante du traitement, l'IEC ou l'anti-arénie qui sera prescrit. Voilà un peu là où je les mettrai, ces deux stratégies thérapeutiques. Bon, alors la troisième question. Bonsoir, n'est-il pas préférable de prescrire le bêta-bloquant le matin? Oui, alors on peut prescrire le bêta-bloquant le matin, mais quand il s'agit, les deux cas que j'ai présentés, ce sont surtout des cas pour d'hypertension nocturne. C'est-à-dire si vous avez des personnes chez qui vous pensez qu'il y a un certain nombre d'apnées du sommeil, chez qui vous pensez qu'ils ne vont pas avoir une bonne couverture nocturne, vous pensez qu'ils sont non dippers, qui vont avoir un effet d'hypertension nocturne, en partie pourquoi lorsqu'ils sont obèses, ronfleurs, lorsqu'ils ont déjà une exploration du sommeil, à ce moment-là, ce serait intéressant d'associer l'amlodipine bêta-bloquant le soir. Et j'ai suivi un peu ce que fait Haddad en Tunisie. Ça me paraît intéressant de donner peut-être le matin l'association diurétique plus un IEC ou un ARA2 le matin et l'association inhibiteur calcique bêta-bloquant le soir. Comme ça, on a une couverture sur les 24 heures pour les cas les plus sévères. Oui, surtout s'il y a des troubles du rythme en rapport avec l'apnée du sommeil, il vaut mieux qu'il soit sous bêta-bloquant la nuit. Absolument, absolument, je suis tout à fait d'accord. Et ces arythmies nocturnes qui peuvent être source d'arythmies majeures, de mort subite et d'un certain nombre de problèmes, surtout la nuit, avec l'hypertension nocturne, l'hypertension et la mort subite du petit matin. D'accord, alors j'ai une dernière question sous les yeux. J'avais une patiente avec une MAPA normale dans le sens où la charge tensionnelle est normale, mais le dipping est inférieur à 10%. Comment expliquer ça? Oui, alors les personnes qui élèvent leur pression la nuit, si la charge tensionnelle est normale, il ne faut pas la traiter, premièrement. Deuxièmement, il y a plusieurs mécanismes. Il y a la perturbation du baroréflexe, il faut chercher s'il n'y a pas un syndrome d'apnée du sommeil, il faut chercher s'il n'y a pas une anomalie du baroréflexe. Donc, voilà ce qu'il faut chercher. Mais cette personne,
il faut regarder sa fréquence cardiaque la nuit. Si elle élève la fréquence cardiaque la nuit, je serais tenté de donner un bêta-bloquant le soir. Alors, premièrement. Deuxièmement, il faut surveiller cette patiente parce que le fait qu'il ait une hypertension nocturne ou non dépile nocturne, ça veut dire qu'il est à risque. Ça ne veut pas dire qu'il faut la traiter, mais il faut la surveiller, surveiller son profil tensionnel dans le futur, voir s'il ne va pas développer une hypertension permanente, voir s'il n'a pas de syndrome d'apnée du sommeil, et voir surtout son baroréflexe, comment il se comporte. Et peut-être, si sa fréquence cardiaque monte la nuit, ne pas hésiter à utiliser un petit bêta-bloquant. Très bien. Alors, cette association amlodipine bisoprolol qui est vraiment séduisante, on a vu les 4 cas cliniques, très bien, mais on a l'impression qu'on peut encore élargir. Par exemple, un jeune homme qui a une hyperadrénergie ou une HTA diastolique, qui est souvent la particularité du début de l'hypertension des personnes jeunes. Et apparemment, du point de vue mécanisme, aussi bien le bêta-bloquant que l'amlodipine vont avoir une action de vasodilatation et ralentissement de cette hyperadrénergie. Donc, absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est Mohamed. Le sujet jeune commence en hypertension. D'ailleurs, quand quelqu'un vient en consultation jeune, qui a la trentaine, il vous dit, docteur, peut-être que j'ai un problème d'hypertension. Dès que vous prenez sa tension, s'il a une diastolique élevée, il est hypertendu. Même si vous êtes sûr, vous lui faites le Holter, il va avoir de l'hypertension. Par contre, s'il a une diastolique basse, il n'est pas hypertendu, généralement, c'est une blouse blanche. Le sujet âgé élève la pression systolique. Et ce sont 2 mécanismes différents. Alors, pour le sujet âgé, c'est plutôt le mécanisme de résistance vasculaire. C'est un mécanisme vasculaire. Et à ce moment-là, c'est les inhibiteurs calciques qui agissent. Pour le sujet jeune, les bêta-bloquants marchent bien sur l'hypertension diastolique parce qu'ils sont médiés en général par l'hyperactivation adrénergique. Et c'est pour ça que c'est une association qui me paraît extrêmement séduisante sur le plan physiopathologique, sur le plan thérapeutique. Elle me paraît séduisante parce que je suis de ceux qui incriminent toujours le système sympathique qui est extrêmement délétère sur le cœur. Et je pense que bloquer le système sympathique est un des mécanismes majeurs qui nous permet de vivre plus et de vivre mieux. Et d'ailleurs, le meilleur mécanisme pour baisser l'hyperactivation sympathique, ce n'est pas tant les bêta-bloquants, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie et de faire de l'activité physique. Et quand on fait une bonne activité physique sportive régulièrement, on a en général une fréquence cardiaque basse, et ça on le voit chez les endurants. On voit à chaque fois que quelqu'un entre dans ton cabinet avec un ventre qui est comme ça, qui a une IMC élevée, tu peux être sûr qu'il a une hyperstimulation sympathique et qu'il a une fréquence cardiaque élevée et que ça va médier un certain nombre de facteurs. Donc, pour revenir à ta question, sujet jeune, hypertension diastolique, oui pour les bêta-bloquants. Hypertension systolique, sujet âgé, oui pour les inhibiteurs calciques. Voilà un peu schématiquement. Très bien. Alors, je voudrais terminer, conclure un petit peu et je voudrais bien que tu partages cette vision puisque on connaît les recommandations. On connaît quelles sont les indications des bithérapies. Mais franchement, quand on est en face de notre malade, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, avec un ECG où on a une fréquence cardiaque à 90 par minute, une hypertension, et l'impact de la fréquence cardiaque joue beaucoup dans notre prescription parce qu'on veut améliorer aussi la qualité de vie. On veut améliorer cette fréquence cardiaque, réduire l'overdrive, sympathétique overdrive. Donc, je crois important, mais l'impact de la qualité de vie, on est obligé d'en tenir compte, c'est-à-dire que quand on a un ECG en face, on est très impacté par la fréquence. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il y a les recommandations et nous qui sommes maîtres à bord. Je pense que la médecine, c'est un art. Est un art qui est à la disposition, et nous sommes les vrais maîtres d'art dans cet exercice-là. Et nous avons le droit et le pouvoir d'utiliser toutes ces molécules dont on dispose pour mettre quel traitement pour quel patient. Et donc optimiser le traitement et surtout, comme tu le dis si bien, d'individualiser le traitement en fonction de son risque. Très bien, merci beaucoup, professeur Benet. C'était une session très intéressante. Et au plaisir de se revoir et
bonne continuation. Et comme a dit Dr Mir, restez avec nous pour la suite. Allez, au revoir. À bientôt. Merci. Donc, merci à vous deux, Ahmed et Si Mohamed, pour cette belle prestation. Donc, avant de passer à la tombola, je vais profiter du micro parce que peut-être demain, je n'en aurai pas l'occasion pour féliciter notre ami, le président Saïd Chrabi, pour le travail qu'il a accompli ces dernières semaines, parce que vous ne l'imaginez pas, il a fait un travail énorme, exceptionnel, pour vous offrir une meilleure formation continue. Merci Saïd. Et ça, au dépend même de ses activités libérales. Donc, avant de passer à la tombola, je vous rappelle aussi qu'on reprend la journée demain à 4h30. Essayez de vous connecter à partir de 16h30 par une session sur l'insuffisance cardiaque. Donc, le tirage au sort va se faire maintenant. C'est un tirage au sort qui se fait d'une façon automatique, électronique, sur la liste des médecins qui étaient connectés aujourd'hui. Donc, le gagnant est... Donc, c'est le docteur Dira Mohamed de Tanger qui gagne donc un MacBook Air dernière génération. Donc, cher ami, tu peux récupérer ton cadeau en contactant l'AMCAR. Et voilà, donc à demain. À bientôt et à demain. Plaisir de se revoir et de bonne continuation. Et comme a dit Dr Mir, restez avec nous.